Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Quel Ligue 1, quel week-end surtout, avec tout ce qui s'est passé. On a été peut-être un petit peu épuisé, essoré par cette trêve internationale qui était vraiment longue, interminable. Et là, le feu d'artifice, on revient en forme et en grande force sur la Ligue des Talents qui nous a offert vraiment un week-end d'anthologie. Enfin, on a grave kiffé. Alors d'habitude, il y a peut-être un ou deux matchs où j'ai un peu moins de choses à dire parce que c'est pas ouf, mais là franchement, il s'est passé des choses sur les 9 terrains, les 9 rencontres. J'ai adoré ce week-end, vraiment très très propre, très intense. Il y a eu des buts qui, je pense, feront peut-être partie de la sélection des réalisations de la fin d'année Trophée UNFP. Je pense notamment au but de Beau contre Metz. Je vous invite à aller voir, qui était magnifique. Donc non, franchement, c'est assez dingue. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, parce que ça y est, on est reparti. Bon, il y a une nouvelle trêve qui pointe le bout de son nez mi-novembre, mais on va quand même enchaîner un petit peu de Ligue 1, de Ligue des Champions. Donc toujours un gros plaisir de vous voir. Ouais, c'est vrai, comme le dit Vic, j'ai parlé du but de Beau, mais rien qu'hier, le but d'Abdoulaye Touré, c'est certes à 5-1, c'est à 5-2, mais le but de Touré, ça fait partie de cette très belle et longue liste des bangers inscrits au Vélodrome par les adversaires de Marseille. On pense forcément à Eden Hazard, Harit Sadouris, Pierre Ducasse, Géraldo Wendel, Birama Touré, Jean Eudaoulou. Donc franchement, il y en a eu des buts un petit peu venus de nulle part. Cavani, bien sûr, Cavani. Des buts qui viennent un petit peu de nulle part. Donc Abdoulaye Touré rejoint, même si malheureusement ça tombe peut-être un petit peu dans l'oubli avec ce qui se passe de moins fantastique pour le Havre sur ce match. Après, évidemment, je sais qu'on va peut-être parler un petit peu d'arbitrage, même s'il s'est passé des choses un petit peu regrettable. Je pense forcément au cas de Nice-Lyon et l'interruption du match, alors que c'est un chant de la part des ultra-niçois qui est très symbolique, très fort. Donc voilà, peut-être une meilleure compréhension d'un contexte, ça aurait pu permettre d'éviter ça. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux sur le chat, que vous êtes en force et en forme, avec des habitués, comme Valou PSG, comme Brandon, comme Coco qui paye son prime et son abonnement. Merci beaucoup l'ami, c'est un régal. Je vois pas mal de personnes qui sont là pour la première fois aussi, comme Foot, Geto Nizuka et également Enzo le frauduleux qui porte bien son nom, et Don Marco TV. Donc ça fait bien plaisir de vous voir autant en forme, autant à fond. Binsco qui demande: tranquille, j'ai une question hors sujet avec le débrief, mais tu te souviens du challenge de l'offensive lancé par la FA? Bien sûr, dans les années 2000, et qui permettait au club qui marquait le plus de buts de toucher plus d'argent et de droits télé, il me semble. Alors ça existait, enfin ça n'a pas existé de manière concrète, mais c'est une réflexion. Mais le challenge de l'offensive, c'était si tu gagnes tes matchs par 3 buts d'écart ou plus, tu gagnais 1 point. On passait d'une victoire à 3 points à 4 points. C'était une réforme désirée par Frédéric Thirier à l'époque où la Ligue 1 des années 2000, le meilleur buteur c'était Pedro Miguel Pauleta, qui terminait après 38 journées meilleur buteur avec 15 buts. Il y avait des week-ends de Ligue 1, tu comptais plus les tirs cadrés que les buts. C'était très compliqué. Donc dans ce sens, ça a été une réflexion de la part de la FP pour donner un petit peu plus d'intérêt. C'est pas aller au bout, parce que forcément je pense qu'il y en a pas mal qui auraient râlé, peut-être les petites équipes, parce que ça arrive pas tous les jours pour elles de marquer 3-4 buts. Mais en tout cas on verra si ça se reproduit. Pour l'instant, on n'a pas besoin, parce qu'il y a le spectacle qui est au rendez-vous, et la victoire à 3 points, elle peut être bonifiée par des différences de buts comme ça. Et oui, comme je l'ai souligné, c'est vrai que la Serie A, on verra. Il y a un dernier match entre l'Udinese et la Cremonese demain, où ça peut peut-être se finir en 7-5. Ils peuvent nous rattraper de loin. Mais la Serie A, c'était plus compliqué. Après, le championnat italien était quand même pas mal sur le début de saison. J'ai vu des belles choses, donc c'est intéressant. Mais si ça a été mis en place, il me semble, Scipion, pendant 3-4 ans. Alors franchement, je peux passer à côté des informations. C'est mon métier. Je mange de l'actu foot, j'en regarde beaucoup, mais j'ai pas entendu parler d'un truc tu avais plus d'argent et de droits télé si tu marquais plus de buts. Sincèrement, je t'avoue que je suis passé peut-être à côté de cette info. Mais pour moi, le challenge de l'offensive, c'était époque Frédéric Thirier à la fin des années 2000. Donc je ne peux pas te démentir. Moi, je passe à côté de cette information. Et pour terminer, évidemment, un petit coucou à Soso Chat, la modératrice, qui vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Vous connaissez le classique de chez Classique. On a sorti des vidéos YouTube avec Roger Schmidt, avec les coachs à suivre, également en podcast. Donc n'hésitez pas à aller à fond là-dessus sur toutes les plateformes. Ça a donné quoi Bordeaux ce week-end? Bordeaux, ça se passe bien. Paradoxalement, moins j'en parle, mieux ça se porte. Mais Bordeaux a battu la Roche-sur-Yon
3-0 avec notamment des buts d'une grande qualité collective. Le deuxième qui a été inscrit par Mathieu Villette, je vous invite à aller voir, il a été partagé par le compte Twitter des Girondins. Ça joue bien. Bruno Irles qui était menacé il y a quelques semaines, qui sous le coup de la menace se transforme en Pep Guardiola Prime 2011, donc on prend. En vrai, on sait que Bordeaux a plus de moyens que les équipes de sa poule. On sait qu'il y a un recrutement où il y a eu beaucoup de joueurs intégrés. Il fallait peut-être le temps des automatismes. Aussi un petit peu de Coupe de France. Bordeaux a passé 2 tours. Bergerac et Tulle. Prochain match, on va à Boulazac, donc dans la banlieue de Périgueux. Ça vous fait rêver pendant que on parle des affaires de la Ligue 1. Mais après, moi j'aime tellement la Coupe de France que j'aimerais voir mon club affronter une Ligue 1, puis peut-être créer un petit exploit, parce que ça permettrait de reparler de nous au-delà de l'échelle bordelaise, de l'échelle locale. Mais en tout cas, Bordeaux sur le terrain, ça joue bien. Il y a des joueurs qui sont en train de vraiment bien s'intégrer, de prendre une certaine dimension. Je pense notamment au gardien néerlandais qu'on a recruté derrière, Ostra, qui est longiligne, qui fait 1m95. Et ce gars-là, ça m'étonne pas qu'il ait flirté avec le niveau, enfin qu'il était dans le niveau pro, parce que franchement, il est assez incroyable. Villette, je crois qu'il a 3 ou 4 buts, exactement. Il n'y a pas eu encore un gros buteur pour l'instant, mais ça commence à y aller. Tu supportes Bordeaux depuis quelle année ? Je le dis, je crois que c'est le genre d'anecdote, désolé, je suis un peu le père Castor, mais je suis supporter des Girondins depuis 2001. C'est la première fois que je suis allé au stade, septembre 2001, un Bordeaux-Monaco, 0-0 évidemment, mais il y avait l'incroyable Pedro Miguel Paoletta sur la pelouse. Et Andy Carroll n'est plus là malheureusement, parce qu'Andy Carroll, il y a eu la belle histoire, il est arrivé l'été dernier avec un salaire proche du SMIC, tout le monde se disait oh là là c'est incroyable, et en fait il y avait une petite astérix dans le contrat, une habitude de Gérard Lopez, malheureuse on va dire, c'est que si Andy Carroll restait, l'année d'après c'était plus le SMIC, c'était un salaire à 10K en National 2. Autant vous dire qu'on va pas l'assumer, donc Andy Carroll est parti, et il est parti en 6ème division anglaise. Donc pour ceux qui aimeraient un challenge de Football Manager, je crois que l'équipe s'appelle Dagem, quelque chose comme ça, et propriétaire qatari, genre un projet qui se monte en Angleterre un peu inédit, donc à voir comment ça va se passer pour lui, mais Andy Carroll en tout cas sur l'année qu'il a passé chez nous, trop sympa, professionnel, un sacré niveau. Dagenham and Redbridge, exactement, merci à mes amis bilingues, et surtout les fous du bus, parce que retrouver comme ça une équipe de 6ème division anglaise, je vois que vous êtes des cracks. Vous êtes des cracks. On va y aller sur le petit débrief Ligue 1, évidemment les amis. Donc on va parcourir tout ça. On va parler du match de ce soir. Après on rembobinera exactement ce qui s'est passé vendredi, samedi. Et puis dimanche, du coup un petit point sur le classement avec bien sûr un changement notable quand même, c'est l'OM qui est en tête. Je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est un PSG qui est friable, c'est un PSG qui est prônable, un PSG qui serait... Voilà, mais c'est un PSG qui est quand même 2ème de Ligue 1 à un point de l'OM en ayant son effectif pas à 100%, après ils peuvent regretter peut-être pas avoir fait assez de mercato, mais c'est un PSG qui est quand même, tu vois, qui est pas largué, quoi. Donc ça va le faire sans doute pour eux, mais moi ce que je vous dis souvent, c'est que cette Ligue 1, elle est belle cette saison, elle est intéressante, on sent qu'il y a un vrai renouveau, qu'avec Ligue 1 Plus qui se passe bien, t'as une dynamique, même si je sais pas si vous l'avez vu, pour le coup il y aurait des tensions entre Nicolas de Taverneau et les différents dirigeants à qui il doit rendre des comptes, les dirigeants de Ligue 1, en mode où passe l'argent, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a des rapports mensuels à faire et que de Taverneau serait plus pour faire des rapports, on va dire, trimestriels, donc c'est pas évident. Là, après, c'est beaucoup de bureaucratie, de lutte d'influence. Et au milieu de tout ça, tu rajoutes Zach Nani qui récupère les espoirs, alors que la Ligue, la Ligue 1+, voulait les matchs. Donc, si on m'avait dit que Zach Nani serait au milieu d'un petit conflit LFP-FFF à cause de l'équipe de Gérald Batic, voilà, c'est comme ça, je vous le dis souvent que le football est plein de surprises, c'est un sport imprévisible, ça en fait partie aussi la magie des droits télé, mais voilà, il y a une bonne vibe sur la Ligue 1, bonne vibe avec le diffuseur, il y a plein de joueurs, d'équipes intéressantes, on voit du jeu, on voit des buts, mais à mon avis, pour que la Ligue 1 soit intéressante au possible, il faut qu'il y ait une course pour le titre. Je dis pas que l'OM sera champion, je dis pas que jusqu'au bout l'OM luttera, mais que l'OM soit au contact du PSG au moins jusqu'à la 32e peut-être journée, quelque chose comme ça, ça me paraît, c'est essentiel. Je pense que ça permet de faire vivre le championnat et montrer que non, on peut avoir de temps en temps des équipes
qui peuvent aller embêter le PSG. Après, on sait souvent qu'il faut un gros alignement des planètes. Il faut de très belles équipes. Le Monaco de Jardim en 2017, le LOSC de Galtier en 2021, qui avait été champion juste après le Covid. Montpellier, juste avant que le PSG commence à émerger. Cet OM-là, ils ont quand même la profondeur de banc et un superbe effectif. En plus d'avoir des individualités, un très bon coach, une direction qui tourne bien. Ça pourrait être un bel adversaire pour le PSG. Je pense quand même qu'à la fin, le PSG sera champion parce que l'OM va faire un parcours avec des champions et j'ai peur qu'il laisse peut-être des petites plumes à ce niveau-là. Par contre, l'OM qui embête le PSG, qui prend une victoire au Vélodrome contre ce PSG-là, même s'il est diminué, mais c'est le jeu. En tout cas, on va voir. Évidemment, il y a aussi de la CAN au milieu de tout ça avec pas mal d'internationaux africains qui vont partir du côté de Marseille. Bon, tu auras quand même Hakimi pour le PSG, mais côté Marseille, t'as du Aguerd, t'as Ahmed Junior Traoré qui va revenir de sa blessure, t'as Aubameyang, bon, t'as Gouiri qui s'est fait l'épaule et qui pourrait manquer la compétition. T'as peut-être aussi des gars comme Bilal Nadir, tout ça. Donc, à voir. Ce que ça va donner. Et non, on a parlé de la tête, mais tu vois, tu as des équipes qui font des très belles opérations, les équipes du Nord avec Lens qui est à seulement 2 points de l'OM après une journée, donc ce Lens-là sans Coupe d'Europe, on se disait ce serait bien qu'ils aillent chercher une Europa, une Conference League, pourquoi pas mieux, hein, quand tu vois certains états de forme, tu te prends au jeu et tu te dis que ce Racing-là propose pas mal de choses très intéressantes, donc on va revenir sur leur victoire contre le PFC. Tu as le LOSC qui n'avait pas gagné depuis un mois, qui est une équipe où on avait vu beaucoup de choses, mais aussi quelques limites dans l'efficacité. Ce soir, ça aurait pu être un match qui ressemble à beaucoup de ceux du LOSC, voire ceux de Genesio, de ses présentes équipes, avec les quelques ratés. Nantes qui a eu des grosses occasions, mais finalement ils ont su aller chercher. Et puis bon, Monaco qui a changé de coach, on verra. Toulouse qui, avec 2 victoires de suite, s'invite dans le top, dans la première partie de classement. Et Toulouse, c'est une équipe intéressante, avec de la jeunesse, avec des joueurs qui sont en train d'afficher un sacré état de forme, comme les Donum, les Cresswell, Beau qui revient bien. Donc c'est assez chouette. Et puis en bas, malheureusement, le FC Metz, désolé, hein, on est qu'à la 8e journée, mais c'est pas juste parce qu'ils sont tout en bas, c'est parce qu'on voit rien aussi. Cette équipe, elle a sans doute besoin d'un déclic, d'une victoire, d'un truc qui se passe. Mais c'est terrible parce que Le Havre, ils sont barragistes, mais on a quand même vu des choses intéressantes et des joueurs pas mal du tout. Angers, on a également la perte de Le Paul, mais quand on voit le match qu'ils font contre Monaco, si Metz pouvait faire ne serait-ce que 20% de ça, ce serait bien. C'est dur parce que finalement, t'es toujours dans ce truc d'ascenseur. Et un coup oui, un coup non. T'es trop fort pour la Ligue 2, t'es trop faible pour la Ligue 1. T'es limité dans ton enveloppe mercato. Mais c'est tellement frustrant, quoi. Parce qu'en plus, tu vois des joueurs arriver avec Génération Foot, le fameux partenariat avec la formation, le centre de formation sénégalais. Mais ouais, c'est chaud, quoi. Mais évidemment, on va revenir sur tout ça. Les amis. Et je vous propose qu'on attaque tranquillement avec ce petit Nantes-LOSC. Hiérarchie respectée. Mais en même temps, c'est un peu lunaire sur ce match que Mathis Labine termine sans but et que Mathis Labine n'est toujours pas marqué de but sur ce début de saison. Même si on sait qu'il a boudé, qu'il voulait être transféré. Là, il revient bien, il est à 100% impliqué. Et entre la frappe que Ozer détourne sur la barre, la reprise acrobatique, l'espèce de volet acrobatique qui termine aussi sur la barre, la frappe entrée de surface qui s'arrête, qui va pas juste à côté du poteau, Ablin est tellement mal payé sur ce match. Mais de la part de Nantes, c'est un peu un match à l'image de leur début de saison. C'est qu'on peut voir des choses, des intentions. C'est que tu te fais punir à la relance parce que t'as pas non plus un niveau technique dingue, à l'image d'Awaziem. Et même, t'en as eu d'autres. Hein. On a vu des pertes de balles de la part de Tati, de la part de quelques défenseurs. Ou Lille, c'est dans l'autre sens, ça ressemble aussi à leur début de saison. C'est qu'ils marquent et après, ils sont trop gentils devant la cage, que ce soit Fernandez Pardo, que ce soit Haraldsson. Il y a des joueurs qui bouffent la feuille de match, et je pense que Genesio, s'il y a eu un partout à la fin, je pense qu'il en aurait attrapé 2-3 dans le vestiaire, parce que ça aurait été vraiment une petite dinguerie. Nantes se réveille, Nantes il va un peu plus, au niveau des courses, la générosité se porte, mais au final, soit ça se réveille trop tard, soit à part Ablin, t'as pas assez de joueurs, parce que tu vois, le petit Herba Guirassy, j'aime bien ce qu'il propose, mais c'est encore
trop friable. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs dans ce Nantes-là qui sont super intéressants, mais je pense qu'ils sont plus des joueurs de rotation et qui devraient être les 13e, 14e, 15e hommes. Là, pour le coup, t'as des blessés, t'as pas non plus un mercato dingue pour remplacer les Moses Simon, tout ça. T'es obligé de faire avec cette jeunesse. Alors la jeunesse, ça marche parce que Tati, je vois de très belles choses depuis le début de saison, mais peut-être qu'à certains postes, notamment en attaque, Nantes a marqué combien de buts Nantes en est à 5 buts encaissés, enfin 5 buts marqués en 8 journées. C'est pas, tu vois, ils ont du mal à enclencher les petits Nantais. Et je sais pas si Castro, j'ai pas envie qu'on commence à se poser la question, parce que malheureusement avec l'Equita, vous savez comment ça fonctionne. Au bout d'un moment, le coach, il a beau avoir des idées, il a beau vouloir révolutionner quelque chose, s'il n'y a pas de résultat, il sautera. Et on se demande qui, à part Sébastien, Antoine Comboiré, le Cornu, va revenir, accepter de revenir dans ce marasme. Mais ce qu'on avait vu pour Nantes, c'est qu'il y avait un petit calendrier qui était pas mal, où ils avaient des adversaires directs qui vont arriver à la Beaujoire, tu vois, Lorient et Metz, aussi un déplacement au Havre. En attendant, faut serrer les dents parce que t'as un déplacement au Paris FC, pas impossible qu'ils prennent des points là-bas, et t'as la réception de Monaco, pas aussi impossible qu'ils prennent des points. Donc tu vois, si t'arrives à prendre, ce serait bien, tu vois, une petite victoire, au moins 3 points sur 6 avant d'entamer ton championnat à toi. Ça pourrait, tu vois, donner un peu de crédit, un peu d'air à Castro, mais malheureusement, quand tu vas avoir la pression du résultat, c'est tendu. Ça commence à être des matchs ou des enjeux où tu sais pas si ton équipe va pouvoir réagir. Donc frustré pour eux. Après, tu vois, Benatab qui fait une entrée, c'est sympa, mais tu vois, le banc aussi. Bon, après, il y a aussi Amadi Camara, il y a Hong, qui sont peut-être des joueurs un peu mi-offensifs, attaquants, qu'il aurait pu faire rentrer en plus. Il a fait le choix de faire rentrer Radakovic, défenseur serbe, pour apporter de la taille devant. Ouais, c'est difficile parce que sur certaines prises de balles, tu vois des choses de la part de Mwanga, tu vois des intentions, mais ce Nantes-là a trop de lacunes pour l'instant être à la hauteur des ambitions de Castro, quoi. Et je pense que le premier but encaissé, c'est la preuve, c'est que des fois, tu veux relancer propre, c'est bien, mais en face, bon, quand tu vois les mobilettes, quand tu vois le pressing de Fernandez Pardo, quand tu vois les projections d'Aralson, quand tu vois le jeu en pivot de Giroud, quand tu vois la qualité de passe pied gauche de Félix Correa, tu t'exposes à du danger, et ça a été le cas. Et j'ai bien aimé le match du LOSC, hormis peut-être encore une fois cette question d'efficacité, même si on a pu voir une équipe, franchement, le match de Mandy derrière, il est incroyable. Le match d'Aïssa Mandy, je trouvais que c'était le patron, en l'absence d'Alessandro et de Ngoy qui a été laissé sur le banc. Très très bon. Le double pivot Boadi-André, c'est la meilleure formule au LOSC pour le milieu de terrain, on le sait depuis un moment, mais là ça a quand même fonctionné. On a aussi, je trouve, un Giroud qui a pas été non plus énormément servi, mais qui a servi de bon pivot. Ce qui est bien, c'est que le but du LOSC, le premier, il vient d'un pressing de Fernandez Pardo, et après, tac, jeu en triangle, Félix Correa, Giroud, Haralson, une touche de balle, finition. Et tu vois, derrière, il y a encore des occasions voilà, où tu vas dire, c'est difficile, c'est pas évident d'avoir cette fameuse efficacité dans les deux surfaces. Défensivement, ils l'ont eu avec, tu vois, un petit peu de réussite, parce que comme je vous le dis, c'est pour moi lunaire que notre ami Ablin ne termine pas avec au minimum un but. Ouais, pareil sur le poteau d'Haralson, mais franchement, t'as une image où t'as Haralson qui tire sur le poteau et t'as Agenesio qui sort de ses gonds. T'as l'impression que c'est un petit peu un truc que tu revis. Ouais, c'est un jour sans fin, quoi. C'est le jour de la marmotte avec Bill Murray. Très bon film au passage. Et qu'à chaque fois, tu vois des scénarios un peu identiques pour le LOSC. Après, tu vois, j'ai bien aimé le match de Perrault. Bon, une faute un petit peu, voilà, la fameuse faute d'anti-jeu, faute d'expérience sur Benatab à la fin. Mais Perrault, belle activité à gauche. J'ai trouvé qu'il était sincèrement pas mal du tout son match. Donc, comme je vous le dis, j'ai beaucoup aimé Mandy. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand t'as Giroud qui ne marque pas, mais qui est décisif, derrière, tu peux faire rentrer un dénommé Hamza Igaman, le fameux R9 de l'Atlas, qui est... Bon, certes, il y a un petit... contre-favorable qui lui permet de s'amener ce ballon, mais tu vois, dans les dribbles, dans la recherche de percussion, l'envie de faire mal à l'adversaire,
Hamza Egaman, c'est notre football, quoi. Enfin, on le kiffe de ouf. Enfin, vraiment, moi, ce que j'aimais chez lui aux Rangers, c'est qu'il avait déjà ce truc au niveau des appuis et des intentions où tu sens que tu as un footballeur un peu brut, instinctif, qui va pas être non plus trop formaté. Et si à Lille, et si au global, dans son développement, on lui laisse ce côté un petit peu naturel où il va réussir à faire des différences comme ça peut être trop kiffant. Et comme tu le dis, c'est vrai que quand on voit ce que fait Jonathan David à la Juventus, ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est clairement, tu te dis que David, certes, on sait que c'était pas le mec incroyable dans le jeu, mais c'était quand même une garantie de 25-30 buts, toutes compétitions confondues par saison. Et ça, c'est pas rien pour un club européen. Et là, tu vois qu'il y a Giroud, il y a Egaman, il y en a d'autres qui peuvent marquer des buts. Ah oui, Marek Hamzik, David est à la Juve, hein. Mais n'hésite pas si tu as d'autres transferts où t'es pas au courant, parce que si tu veux, on peut t'en apprendre quelques-uns, hein. Erling Haaland qui a rejoint Manchester City, il y a Granit Xhaka qui est à Sunderland, il y a Kylian Mbappé aussi qui est arrivé libre au Real. Mais n'hésite pas si tu as besoin qu'on te refasse un petit coup de neuf sur les transferts. Après, il y en a certains, c'est vrai que des fois, tu peux être surpris. David, il a marqué lors de la première journée contre Parme, mais depuis, c'est très difficile. Et son match, j'ai zioté ça un petit peu contre Com. Il était difficile également. Et on me demande si j'ai bien vu des matchs d'Egaman aux Rangers. Alors, des fois, certains vont dire que je fais l'acteur, mais là j'avais fait pour le coup une vidéo TikTok sur Egaman, et en vrai j'étais impressionné par ses stats parce que le gamin il débarque du championnat marocain et il arrive dans une équipe où il marque en Écosse et en Europa League. Tu vois, c'est quand même une grosse transformation parce que tu arrives directement dans une équipe qui joue l'Europa, et j'ai regardé quelques matchs et surtout quelques séquences pour voir, et franchement je me suis dit ah ouais, techniquement il y a un truc, quoi. Donc comme toujours, ce LOSC-là, même si tu as des absents derrière, tu peux quand même avoir ce banc qui peut faire la différence avec Hamza Egaman qui est décisif, avec Ethan Mbappé qui a été décisif à 2-3 reprises depuis le début de saison, Osame Sarawi et André Gomez Calvin-Verdonk pour compléter. Mais quand tu dis que tu as encore Marius Brohom, que tu as Alexandro, que tu as Thiago Santos, c'est pas mal, hein. Franchement, ils ont de belles profondeurs de banc, le LOSC. Et je sais pas quels seront leurs objectifs, mais pour moi, le LOSC, si je suis ambitieux, ce serait bien qu'ils fassent top 4 de Ligue 1 parce que c'est leur envie. Il y a un besoin, je pense, financièrement aussi d'être en LDC. Et également un petit quart d'Europa. Je pense qu'ils ont les moyens d'aller chercher quelque chose, hein. En vrai, ils ont la profondeur, ils ont le bon mélange, jeunesse, expérience, cadre, tout ce qu'il faut. Donc non, c'est une vraie belle équipe. Ça, je pense qu'on est tous unanimes. Il leur manque juste de l'efficacité offensive. On a pu voir certains matchs où c'était un peu frustrant, mais sinon c'est une très belle équipe, ce LOSC. Scipion, t'as vu record de buts sur un week-end de Ligue 1 au 21e siècle? Ah bah écoute, j'avais pas la stat. Moi j'ai cherché du coup quel était le record de buts sur une journée de Ligue 1 dans un championnat à 18 clubs, et ça remonte à la saison 49-50 et c'était 55 buts. Bon, c'est un autre football, hein, où le ballon était en cuir et peut-être que les défenses étaient moins concentrées, hein. Mais c'est vrai que on a vécu un très beau week-end. On espère en voir d'autres, même si vous connaissez mon avis là-dessus. Quand on va rentrer en novembre, décembre, hein, ça va être un peu chaud, quoi. Il y a eu très peu d'erreurs d'arbitrage cette journée. Alors, il y a eu peut-être moins, mais il y en a eu quand même. Moi, ce que je me suis noté, c'est le non-carton rouge distribué à Lorient. Sur le tacle d'assassin sur Del Castillo, je comprends pas, mais des fois il y a des trucs qui sont tellement liés, il y a des fautes évidentes, des fautes avec l'intensité et la violence, c'est carton rouge assez vite, et c'est vrai que cette situation de Gauthier Loris qui a amené beaucoup de nervosité avec les Havrais, je suis pas super fan. Le péno de Brest, ouais, c'est ça, t'as de la compensation, mais on va y revenir petit à petit quand on évoquera ces équipes. Donc voilà, le LOSC qui remonte tranquillement, 6ème, ils sont à 4 points de l'OM, ils sont à 2 points du top 4, donc ils sont à 6 sur 6 en Europa League, donc de manière pragmatique, sur le plan comptable, c'est très bien, ça pourrait être mieux, c'est un 15-16 sur 20 qui pourrait être bientôt converti en 18 sur 20, et félicitations du jury, je pense, pour cette équipe. On continue en remontant un petit peu à vendredi, et c'est vrai que c'est un match
qui a lancé un petit peu ce week-end de festivités et qui était fantastique. Ce PSG Strasbourg, trop bien. Franchement, le match était hyper plaisant. Ça a joué. T'as eu du pressing. T'as deux coachs qui avaient envie d'un petit peu de se rentrer dedans, de se jauger. Avec Luis Enrique qui a fait beaucoup tourner. Et en face, Rosseignor qui voulait tester sa jeune équipe et voir dans quel contexte ça pourrait répondre. Franchement, est-ce que Strasbourg peut avoir des regrets? Parce que j'en ai vu certains dire ils se sont contentés d'un nul alors qu'ils menaient 3-1 et qu'ils pouvaient faire un peu plus de mal à ce PSG avec une équipe bis. Je suis d'accord, je pense que peut-être qu'on peut être un peu plus exigeant avec ce Racing-là parce que c'est une équipe qui a peut-être un gros coup à jouer et qui aurait pu s'installer comme l'OM en tête du classement. Donc ça c'est dommage, mais c'est aussi leur petit péché de jeunesse qui peut rester, et un petit peu trop de gentillesse sur le but de Mayoulou notamment, je pense à lui. Et par contre sur les intentions, sur la qualité technique, sur le pressing, le contre-pressing, c'est une super équipe. Alors comme toujours avec ce Strasbourg-là, il y aura des débats, multipropriété, tout ça. Vous connaissez mon avis là-dessus. Malheureusement, avec le truc de Chelsea, il se peut qu'il y ait des années qui soient moins radieuses que celle-ci, que certains joueurs qui ont fait une très belle impression partent et que tu puisses pas non plus les remplacer à merveille. Et que même si là, les défenseurs multipropriété, faudra voir l'année où justement tu auras peut-être un petit coup de mou et ce qu'on dira du projet, parce que Strasbourg est aussi dépendant de ça, de pouvoir à chaque fois assurer un mercato. Ils ont une très bonne cellule de scouting, ils sont bien équipés pour ça, j'ai aucun doute, mais tu as la cellule de scouting, tu as le visionnage des joueurs, et tu as également le contexte, l'adaptation, l'environnement, et des jeunes joueurs qui débarquent en Ligue 1, qui connaissent pas ce contexte, ça peut être aussi compliqué. Après, sinon sur l'équipe, elle est très très propre, quoi. Enfin, honnêtement, il y a un nombre de joueurs qui sont kiffants dans ce Strasbourg-là. Bon, je pense que Valentine Barco, il va être pas loin de prétendre au titre de joueur du début de saison, ou peut-être de la première partie de saison, tellement il est bon, tellement il est incroyable. Panicelli, co-meilleur buteur, je crois, avec Greenwood. C'est vrai que certains ont dit qu'il y avait un petit peu d'Emiliano Sala en lui, alors parce qu'il y avait un physique chez Sala, et il y avait aussi une certaine, le côté argentin, le petit. Je ne vais pas envie de dire le côté bagarreur, mais c'est vrai que ça peut y ressembler. En vrai, il a un côté un petit peu bestial, le Panicelli. T'as l'action où il se l'amène, où il fait une espèce de matcher qui est quand même assez propre. La finition, elle est quand même pas mal du tout. Alors on va ouvrir le débat, évidemment, sur Lucas Chevalier. Oui, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Le début de saison de Chevalier est insuffisant, n'est pas à la hauteur du PSG, n'est pas à la hauteur d'une équipe qui vise le titre en Ligue 1. Mais c'est vrai qu'il est arrivé il y a 2 mois et demi, que même si c'est un international français et qu'on connaissait sa qualité à Lille, qu'il a été élu meilleur gardien de Ligue 1, il faut pouvoir également prendre un petit temps pour s'y faire. Je pense qu'il est au courant lui-même que son début de saison n'est pas bon. Merci beaucoup à Reg Genesis pour le petit abonnement, merci beaucoup frérot. Il est au courant que son début de saison est insuffisant, pas bon. Maintenant, il y a d'autres gardiens du PSG qui sont passés par des phases comme ça, qui ont su prouver petit à petit. Faisons des points étape par étape. Là, le premier trimestre, c'est largement insuffisant. Est-ce que le second, quand on va commencer à faire les derniers matchs de LDC, quand on va commencer peut-être à faire des 8e de LDC, ça va être un autre temps de passage, et puis la fin de saison. Moi, je préfère catégoriser comme ça plutôt que dire Chevalier et Nas, c'est une erreur de recrutement. Je le dis toujours, un bilan mercato, c'est d'abord, on fait le point en janvier, bien, pas bien, et après, à fin de saison, pour juger l'ensemble. Mais après, oui, il y a des choses, le but qu'il encaisse sur l'action de Diego Moreira, il est un petit peu tendre. Et également, merci à Nono El Famoso pour le petit prime, merci beaucoup mon pote, ça régale. Est-ce que le fait que la charnière change à quasiment tous les matchs, ça joue aussi? Oui, c'est vrai que ça peut jouer aussi d'avoir un PSG qui tourne beaucoup, et Rémi Vercoutre, il disait quelque chose de juste sur le plateau de Ligue 1+, faut pas oublier que s'il y a un but, c'est qu'aussi tu as une succession de petites erreurs, de détails qui n'ont pas fonctionné dans la défense parisienne, et que Chevalier, il a sa part de responsabilité, mais que d'autres doivent la prendre aussi, donc... Pour l'instant, c'est pas dingue, c'est pas à la hauteur, mais évidemment ici, on l'enterrera jamais. Il peut se reprendre. De toute façon, c'est bien aussi. Ça reste un jeune gardien. Chevalier, c'est 2002, donc il va devoir se prouver à lui-même que voilà, là pour l'instant, c'est pas suffisant. 2001, pardon, pour Chevalier, qui va devoir avoir 24 ans
en début novembre. Donc tu vois, ça, à l'échelle des gardiens, à l'échelle du foot tout court, c'est jeune. Mais à l'échelle des gardiens, encore plus. Mais pour revenir à Strasbourg, ouais, Palicelli, bah, on comprend pourquoi ils ont mis 20 patates sur lui alors que le gars, il en voulait seulement 6 sur Transfermarkt. Barco, incroyable joueur. Diego Moreira, qui peut être latéral, ailier, attaquant, qui fait beaucoup de très très belles choses. Et pareil, Diego Moreira, on avait eu pas mal de débats, vous savez, sur les meilleures progressions dans le foot l'an dernier avec bah forcément Ousmane Dembélé, Ryan Gravenberch, tout ça, voire Justin Kluivert à Bournemouth. Mais Diego Moreira, en termes de progression depuis un an, c'est colossal. Souvenez-vous du gars qui faisait des entrées ou des titularisations très timides à Lyon et qui est totalement transformé. À hasard ou non, il y a déjà une rumeur comme quoi Chelsea pourrait activer une clause pour le faire revenir. Mais je peux comprendre quand tu vois sa générosité et surtout sa qualité technique. C'est un super joueur. Franchement, il est très très propre comme joueur flexible. Barco, oui, Barco, je pense qu'on pète tous un câble. Barco, c'est Coupe du Monde 2026 tous les jours. Scaloni pourra pas passer à côté de ça parce que c'est un gars qui maîtrise plusieurs postes et les maîtrise très très bien. Au milieu de terrain, il a une telle générosité, il a une telle façon de se déplacer et sous pression, il est fort. Avec ballon, il sait faire tellement de choses. Non, pour moi, c'est aussi pareil en termes de progression et de trouvailles. Le fait que Rosseigneur l'ait mis au milieu de terrain, c'est très sympa. Et même, tu vois, Gueladoué qui est revenu de blessure, pareil, ouais, ils ont monté une très très belle équipe. Ils ont monté une équipe qui est hyper intéressante. Et quand tu te dis qu'il n'y a pas Emega, qu'il y en a d'autres qui peuvent, comme Kenry Paez, ils ont quand même aussi un effectif qui est assez sympathique, quoi. Donc on verra pour eux, mais dans cette Ligue 1, ils ont un coup à jouer eux aussi. En Conference League, pareil, on le répète, mais ce Strasbourg-là doit aller loin, doit être ambitieux. Il y a le côté inexpérience, découverte de la Coupe d'Europe, mais on parle de Pipion League. Et j'ai beau défendre cette compétition, je connais aussi sa réalité. Ce Strasbourg-là peut faire un quart tous les jours, et si on est un petit peu ambitieux, ils doivent aller titiller une demi-finale. On rappelle les principaux clubs européens en Pipion League. T'as Mayence, t'as le Rayo Vallecano, t'as Crystal Palace, ça c'est relou parce que Crystal Palace c'est une sacrée équipe. Et en Italie, t'as l'équipe qui va quasiment toujours au bout, c'est la Fiorentina. Et après, t'as d'autres adversaires type AEK Athènes, Shakhtar, tout ça. Mais bon, tu vois, je te dis, ces équipes-là, t'es pas non plus en mode oh là là, Strasbourg va se faire sauter. Et en plus, ce qui est bien, c'est que t'as un Strasbourg Crystal Palace qui arrive à la J3 ou la J4. Donc ça va être pas mal pour pouvoir jauger. Ouais, peut-être les petits bémols, c'est que Penders n'est pas encore... Alors, Penders n'est pas encore dingue, c'est pas loin d'être le même débat que Chevalier Donnarumma et la succession. C'est que Penders, il passe après un certain George Petrovic, qui a fait 6 derniers mois meilleur gardien de Ligue 1, qui était un fou furieux. Et Petrovic a été très très bon. Pour le coup, Penders, c'est encore plus jeune que Petrovic. Et c'est pas simple, hein, parce qu'il a vraiment marqué les esprits en Alsace. Je pense qu'on n'a aucun doute sur le potentiel et l'immense talent de ce jeune gardien belge, mais il doit prendre encore un peu plus, parce que c'est vrai que, après, tu vois, pareil, l'action du 3e but sur Mayoulou qui marque, et derrière, t'as personne qui suit, et lui, il se fait un petit peu avoir, elle est assez risible, mais défensivement, ça peut être un peu plus, tu vois, méchant féroce, quoi. Et on va lui laisser aussi un petit peu de temps à ce gars-là. Et côté PSG, t'as eu un bon retour de Désiré Doué avec cette action, le 1-2 avec Barcola, très très bien exécuté, au cœur de la surface strasbourgeoise. Barcola qui marque un super but, et tu dis Doué 5 minutes off, ça repart bien. Et Doué qui est à l'origine de la perte de balle, pareil, hein, sur le but de Panicelli. D'ailleurs, le but de Panicelli, alors Zabarni se fait manger là-dessus, donc attention, Zabarni, on a été très élogieux à son égard. Mais voilà, pour le coup, il s'est fait avoir. Après, sinon, il reste quand même des très bons débuts pour Zabarni. C'est vrai que quand Beraldo, quand il y a eu l'entrée d'un certain Pacho, Panicelli, c'était un peu plus dur parce que là, tu avais quand même ce qui se fait de mieux en Europe. Mais Mayoulou, tu vois, qui continue à marquer le point. Mayoulou, je sais pas si on s'en rend compte, mais ce gamin, depuis début mai, le nombre de buts et le nombre d'actions, tu dis ah, il se passe quelque chose entre forcément cette action, ce 5e but contre l'Inter, le but à Barcelone, les quelques actions qu'il a pu conclure en Ligue 1. Mayoulou, franchement, le temps de jeu, c'est un petit peu le même cas que Robinho Vaz finalement.
Mayulu, chaque minute, chaque opportunité, chaque action, chaque grain de sable, il va réussir à le bonifier et en faire quelque chose. Donc c'est très bien pour un coach de pouvoir compter sur un gamin comme ça, qui a la dalle et qui te montre un vrai truc. Et en plus, c'est vrai que il peut jouer latéral droit, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer un peu plus haut, il peut jouer faux neuf. Non, c'est une palette. Ce qui est bien avec ce genre de gamin, c'est que pour moi, je lui vois pas de limite parce que pour l'instant, il nous a montré tellement de choses intéressantes. Je sais pas jusqu'où il peut aller. Ça peut être assez fulgurant, comme des fois on peut se dire, bon, est-ce que finalement on n'a pas atteint le plafond de verre? Mais pour l'instant, on ne voit pas le plafond de verre parce que finalement, l'échantillon est assez restreint. Il a popé, on va dire, en cours de saison dernière. On l'a vraiment bien vu sur les derniers matchs de Ligue 1 quand Lucho faisait tourner. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'absents. Et il est décisif et il se montre à son avantage. Et en plus, là, tu vois, il sauve son équipe. Enfin, il sauve son équipe, il égalise. Donc, il y a aussi ce côté révolte qui me plaît bien, quoi. Et ouais, c'est vrai que parmi les gros points forts de ce match, t'as Zaïre Emery qu'on a revu faire des projections, qu'on a revu faire des percées, qu'on a vu au milieu de terrain dans un bon rôle. Donc, Zaïre Emery, c'est bien de le revoir justement protagoniste, ne pas se cacher, tenter des choses avec ballon, parce que on l'avait vu il y a 2 ans avec le PSG, notamment lors des matchs de Ligue des Champions contre Dortmund, contre le Milan. Il sait faire ça. Il a peut-être perdu un petit peu confiance en lui, mais le PSG, dans cette saison où tu as tellement de matchs et tu as tellement de blessés, pour Lucho pouvoir compter sur un gamin, enfin ça reste un gamin, 2006, mais pouvoir compter sur un élément comme ça qui va te donner un petit peu de dynamisme et qui se plaît de nouveau. Moi j'avais bien aimé franchement sa première mi-temps contre le Barça était difficile, mais la deuxième, je trouvais qu'il était dans le rythme. Et je m'étais dit, par contre, s'il réussit à revenir comme ça, ouais, ça lui a fait peut-être du bien de redescendre l'espoir, d'avoir peut-être un petit retour sur terre, que ce qui s'est passé lors de son année de 17 ans, entre les matchs de LDC, où il a été le meilleur joueur parisien sur une période de 2-3 mois, où il a été appelé en EDF, il a battu un record, puis tu as eu cette blessure, tu as eu le documentaire, enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Et là, finalement, on voit une belle facette de sa part, quoi. Donc, ouais. Et après, ce que tu voulais dire, Kasséguy, je suis d'accord avec toi. Finalement, il y a ce 3-3 contre Strasbourg, tu perds 2 points, mais t'as qu'un seul titulaire de la dernière finale de la LDC, c'est Désiré Doué. C'est vrai que t'as fait beaucoup tourner avec Gvara, Nuno, Pacho qui sont entrés, Hakimi, Vitinha qui sont restés au repos. En attendant, Dembélé, Fabian Ruiz, Neves, Marquinhos qui reviendront petit à petit. Donc t'as de la marge, et c'est pour ça que j'ai pas non plus, enfin, je dis pas que j'ai vu des discours alarmistes sur le PSG. C'est vrai que ça fait 2 victoires sur les 5 derniers matchs, mais prenons en compte le contexte et surtout, ils sont qu'à 1 point de l'OM et 1 point en Ligue 1, encore plus pour ce PSG là. C'est de la gestion d'effectifs, c'est c'est réussir à rentabiliser au max les gars qui sont là, être au niveau en Ligue des Champions et je pense te qualifier le plus vite possible pour de nouveau, tu vois, quand tu prendras tes 6-7 victoires si ça arrive, surtout qu'il y a un Bayern PSG qui va pas tarder à se dérouler dans 2 semaines, donc on a hâte de celui-ci. Mais ouais, c'est de la bonne gestion. Moi franchement, je trouve qu'ils sont bien là-dessus, quoi. C'est quoi le calendrier des 2 équipes? Alors le PSG, on le rappelle, le PSG va à Leverkusen mardi. Ensuite, tu vas à Brest samedi 17h. Il va être bien ce petit Brest PSG à Francis Leblay. Ensuite, tu vas à Lorient en cours. Et oui, on a un week-end de Ligue 1 la semaine prochaine. Youpi. PSG Nice. Ensuite, le samedi 17h, ce fameux PSG Bayern. Le déplacement à l'OL et t'as une trêve. Donc là, t'as un bloc de 6 matchs. T'as 2 rendez-vous contre des équipes allemandes. T'as des matchs qui sont pas simples contre des équipes qui peuvent être un peu roulées en Ligue 1. Parce que par exemple, le Nice de Francaise n'a pas encore perdu. Nice réussit souvent contre le PSG. Donc attention à ce match par exemple qui peut être un petit peu piège. Et le match contre Lyon, faudra voir dans quelle dynamique sera l'OL. Mais voilà, je pense que l'objectif c'est par exemple d'aligner la meilleure équipe contre les Leverkusen, contre le Bayern. Et autour de ça, tu vas faire tourner. Et voilà, tu auras, on va dire, 5-6 titulaires et tu compléteras avec les Mbaye, les Mayulu, tout ça, quoi. Oui, la prostate de Kita, très beau pseudo passage. T'as kiffé les tifos feux d'artifice? C'est vrai que j'ai parlé que du match, mais à Nantes, l'ambiance est exceptionnelle. J'ai déjà été à la Beaujoire, j'ai déjà travaillé là-bas. Et je le dis souvent, il y a un public qui est à la hauteur de dingue. Et des fois, l'équipe, malheureusement, n'est pas à la hauteur de son public. Donc, l'ambiance pour les 40 ans de la Tribune Noire, c'était fou. Enfin, le tifo, le feu d'artifice, les fumigènes, c'est du très bon spectacle. Et profitons-en parce qu'on a d'excellentes tribunes, on a d'excellents supporters en France. Donc, tu fais bien de m'interpeller sur ça, quoi. On continue, les amis, notre petit tour des matchs avec le samedi 17h.
sur Bein et ce Nice-Lyon. Qui malheureusement a mal tourné pour l'OL et qui permet à Nice de se soulager, on peut le dire, parce qu'ils avaient pris 2 victoires en 7 matchs, qu'ils étaient dans une partie de tableau peut-être un petit peu bon ventre mou, et là tu te rapproches d'équipes comme Rennes, t'es plus qu'à 3 points de Monaco, donc tu limites la casse, surtout t'as fait un vrai bon match, même si par contre je me rends compte que l'impression visuelle et les stats, 5 tirs, 4 cadrés, 3 buts, c'est... Quand je vous disais c'était important d'être efficace dans les 2 surfaces, là, c'est pas mal. Hein. Est-ce que la défaite est logique ? Pour moi, Lyon a été trop mauvais défensivement pour ne pas te faire punir. À savoir que le staff lyonnais, Fonseca et Maciel avaient fait le choix de faire reposer certains joueurs comme Tagliafico, comme Moussa Niakhaté, et de lancer Kluivert et Abner. Alors autant Kluivert, autant Abner, ok pourquoi pas. Par contre Ruben Kluivert, c'est une des mi-temps les plus difficiles que j'ai pu voir, ou l'une des plus éclatées. Enfin, faut dire les termes. Il était pas bon. Il a sombré. Mais il a sombré comme d'autres, hein, parce que Maitland Nice, qui rate un penalty, qui en plus sur le premier but de Bard, qui laisse passer, qui est un petit peu trop nonchalant, c'est le seul truc que je le reproche à Maitland Nice, c'est que techniquement c'est un très bon joueur, il a une qualité de passe qui est super intéressante pour un latéral, ça peut être un 3e, 4e milieu, il peut beaucoup t'apporter, mais par contre t'as l'impression des fois qu'il s'en fout totalement, ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. Et là, sur Bard, je dis pas que faut salir, faut tacler dans la boue, faut se mettre minable, mais voilà, je pense qu'il peut mieux jouer le coup et ne pas laisser passer le ballon et finalement voir Bard dégommer Griff comme ça, quoi. Prévisible que Lyon perde ce genre de match tout de même, non, Nice ça reste une équipe rempliée. Mais Nice en fait, c'est simple, c'est que défensivement ils peuvent se faire ils peuvent s'auto-ruiner, c'est que des fois ils peuvent avoir des déconnexions et ça peut leur être fatal, mais ce que je vous ai dit avec Nice, et je le pense toujours, c'est que en attaque, t'as des très bons joueurs de foot. Vraiment, t'as des attaquants qui te donnent envie de te poser devant la télé. Jérémy Boga, Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud, c'est très sympa comme attaque. Le problème, c'est que c'est irrégulier, c'est pas tout le temps fiable, c'est difficile, c'est qu'ils arrivent des fois pas à enchaîner 3-4 matchs, mais là, pour le coup, ça tourne bien. Franchement, c'est quand ils réussissent à se connecter. Là, en plus, t'as pas de numéro 9, parce que Kevin Carlos est rentré à la fin, Mofi est blessé, mais ces trois-là, ils peuvent te mettre le boxon dans une défense, c'est des poisons. Le souci, c'est que ça manque encore une fois de régularité, de constance. Sinon, sur le papier, c'est un super trio. Et oui, j'ai parlé de la défense parce que ça a été le cas souvent. Mais le meilleur défenseur de Nice et un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, les gars, c'est Dante. Et Dante qui vient de fêter ses 42 ans. Je le dis tous les jours, Dante, quand il est à 100%, c'est top 5 défenseur Ligue 1. Vraiment, il y a un monde où ce gars... Je comprends pas pourquoi il s'arrête à la fin de saison, parce que je le trouve encore au niveau et qu'il pourrait pousser à 43-44. Je ne serais pas étonné, tellement à chaque fois il t'inspire de la sérénité, il dégage quelque chose, balle au pied. De temps en temps, il y a des Rosanchon qui vont pas parvenir aux attaquants, mais il inspire. Tu sens qu'il y a quand même un Nice avec et sans lui. Et qu'aujourd'hui, c'est peut-être le joueur dont tu es le plus dépendant. Je vais quand même te dire aussi Boudaoui, parce qu'au milieu de terrain, il y a un vrai truc. Mais sincèrement, ce Dante, il est bluffant. Il est bluffant. Et voilà, la longévité, elle est remarquable. Et c'est un joueur, tu vois, qu'on avait un tout petit peu vu à l'époque à Lille. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais un étudiant avec qui j'ai échangé vendredi soir. Et il me disait, Dante, moi, je suis en 2005, je l'ai découvert, j'avais 8 ans au Bayern de Guardiola. Bon, déjà, ça met une claque, hein, parce que forcément, il te dit ça, c'est un... Ça picote, ça fait mal au crâne. Mais oui, Dante, en fait, il y a des jeunes qui, comme nous à l'époque, tu vois, un type peut-être bouffonne, on a grandi avec, quoi. Et il est toujours là, il est toujours très bon, donc c'est fort. Feuchowit, est-ce que je suis dans hors-jeu demain ? Pour la première fois, les amis, je suis de repos demain. Je laisse ma place à la jeunesse. Je me repose. Je suis comme, on va dire quoi, comme Fabien Ruiz. Je fais partie de la rotation de Lucho Amine, notre producteur. Donc, je suis au repos, mais c'est bien parce qu'il y a aussi des matchs de Ligue des Champions cette semaine. Donc, on reviendra pour parler de LDC avec toute la bande, quoi. Mais vous en faites pas. Merci pour vos messages. Merci. Mais c'est normal. J'ai pas pris de repos encore. Donc voilà, je suis obligé de mais vous savez quoi, ça tombe bien parce que je pense que j'en ai un petit peu besoin parce que les allers-retours à Paris, c'est plaisant, mais
Là, pour le coup, j'ai senti que comme il y a une semaine de Ligue des Champions en plus, ça va être intense. Donc juste pour revenir sur ce match, quelqu'un l'a cité, c'est Charles Van Hout. Très bon joueur d'équilibre. Alors, je me suis posé la question, parce que des fois, j'ai remarqué que quand on parle de joueur d'équilibre, je vais pas dire que c'est méchant, mais c'est-à-dire qu'on ne lui trouve pas d'autres qualités. À savoir que c'est un mec qui va connecter la défense, l'attaque, qui va bien se connecter avec Boudaoui. Mais du coup, tu as l'impression que c'est un joueur 6 sur 10, mais qui va peut-être jamais être en 7-8 sur 10, qui va, tu vois, être propre, mais qui va pas trop en donner. Par contre, le joueur d'équilibre à Charles Van Hout, il est intéressant parce que je trouve qu'il est toujours bien placé. Des fois, il va redescendre bas pour récupérer le ballon, être à l'initiative de la relance. Il se place constamment, je trouve. Il oriente bien son corps vers l'avant pour essayer d'aller chercher. Il a compris, Van Hout, c'est un joueur intelligent, que dans ce Nice-là, et le plan de Franquès, c'était très vite d'aller solliciter les joueurs explosifs, type Shaw, Diop, Boga, et de temps en temps les projections de Klaus, Bard. Et c'est, dans cette défense remaniée de l'OL, c'est ce qu'il fallait faire. Et honnêtement, je peux comprendre que les stats s'interpellent et qu'on se dit, l'OL aurait peut-être mérité sa victoire, mais dans ce match-là, je pense que c'était la bonne tactique à adopter, et que quand tu es agressif dans le bon sens du terme, et que tu te projettes très vite vers l'avant, ce plan niçois peut bien fonctionner. En plus, tu as Ivan Diouf qui sort un penalty. C'est vrai que le match a bien tourné à 2-1 du coup, et ça a permis à Nice d'aller chercher la victoire. Alors c'est vrai que l'enchaînement il est assez terrible, parce que tu as Maitland qui rate le penalty, et juste après tu as Boudaoui qui met le 3-1. Ça c'est vraiment le scénario quand tu es supporter, coup de massue quoi. Là t'es pas bien du tout. Je vais passer à un autre match, mais il faut quand même les gars que je parle de l'OL. Alors c'est une deuxième défaite de suite. Elle fait mal parce que tu te dis que peut-être si t'avais mis l'équipe type, t'aurais pu aller chercher au moins un point. Mais en fait, j'ai pas envie de dire que Lyon a surperformé sur son début de saison, mais peut-être qu'il y a des points que t'as pris que tu méritais pas, et peut-être que maintenant tu vas rentrer dans le dur, et que tu vas avoir un rythme finalement d'équipe qui ressemble à ton effectif. Je vais pas être trop sévère parce qu'on connaît le contexte lyonnais, on sait à quel point ça a été particulier de recomposer un effectif et de miser, tu vois, sur soit de la jeunesse, soit des coups, soit des joueurs sur le retour, type Rachid Ghezal. Maintenant, quand tu regardes la réalité de l'effectif de l'OL, tu as des joueurs qui sont très bons de base, type Malik Fofana, Corentin Tolisso, même si Fofana, je trouve qu'il c'est peut-être lui finalement qui souffre le plus de l'absence d'un gros neuf type Mikotadze. Tolisso, Morton, tu vois, ça tourne bien, mais tu as aussi des limites dans cet effectif. Aujourd'hui, il faut être lucide. Je pense que cet OL-là est à sa place. J'ai pas envie d'être trop méchant, tu vois, parce que, comme je vous le dis, ils reviennent de loin. Et au début de saison, je pense que si tu disais aux supporters lyonnais, comme d'hab, après 8 journées, tu serais 5ème de Ligue 1 et 15 points à 3 points de la tête. Tout le monde signe tous les jours. Maintenant, je pense que oui, il y a un calendrier qui va arriver, qui va peut-être pas être évident à négocier. Alors, l'OL enchaîne, réception de balle en Europa. Tu as Strasbourg, le match du dimanche soir. Celui-ci va être très sympa, j'ai hâte. Déplacement au Paris FC le mercredi soir. Déplacement à Brest, pareil. 2 matchs de suite en prime time pour les Lyonnais. Ensuite, tu vas au Betis, tu reçois le PSG. C'est vrai qu'il y a un monde où tu prends 0 victoire. Parce que tu as des déplacements pas simples. Tu as 2 adversaires pour l'Europe et tu as d'adversaires plus pour l'Europe qui n'est pas dans ta catégorie de boxe. Donc ça peut être délicat et tu rajoutes au milieu de ça de l'Europa League. Donc ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport au calendrier. Ça va pas être évident, mais ils ont pris des points, il fallait qu'ils les prennent et ils vont peut-être avoir un petit matelas quand finalement tu vas peut-être avoir des matchs plus jouables au retour de la trêve. Auxerre, Nantes, Lorient, Le Havre. Peut-être que là, tu vois, ils pourront remettre un petit coup d'accélérateur et finalement proche de la trêve, si cet OL-là est encore une fois top 5, top 6, c'est mission accomplie. Ils auront fait le job parce que je vais pas dire qu'on donnait pas cher de leur peau parce qu'encore une fois, tu as les joueurs de qualité, mais quand tu vois le nombre de départs, les recrues des joueurs qui découvrent la Ligue 1, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont réussi à faire pour le moment. Là, ce qui est sûr, c'est que la séquence qui vient de se terminer avec 2 défaites contre Toulouse, un scénario où tu t'es fait renverser, et le scénario de Nice où tu te rends compte que t'as pas de marge en fait sur ta profondeur de banc, il peut faire mal. Il peut faire mal au crâne. Donc on verra pour cette équipe lyonnaise, mais c'est bien aussi d'être un peu plus dans l'adversité, le dur, et de te rendre compte que tout ne va pas être
je vais pas dire facile parce qu'il n'y a pas eu de match facile, hein, mais tu vois, peut-être que la victoire à Lens, que la victoire à Lille, ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Là, pour le coup, t'es soit mal payé, soit t'as la limite de ton effectif qui ressortent. Et ça va être le cas, quoi. Juste peut-être un petit point sur le calendrier niçois, comme toujours, parce qu'on sait qu'à Nice, ça enchaîne. Le déplacement Celta Vigo. Je crois que le Celta Vigo est pas dingue sur son début de saison en Liga. Ah bah c'est 7 nuls en 9 matchs et 2 défaites. Ils ont pas encore gagné. Donc c'est pas non plus un Celta Vigo imprenable. Ils ont gagné au moins un match en Europa. Donc en vrai, tu vois, faut pas non plus... on va reparler de Nice en Coupe d'Europe. En vrai, j'ai vu des trucs genre faut-il sanctionner Nice par rapport à leur performance. Non, bah ils sont nuls. Hein. Voilà, c'est juste la réalité. Tu vas pas sanctionner une équipe parce qu'elle fait n'importe quoi en Europe. Merci beaucoup, et j'aime bien son pseudo, à Jean-Louis Eka, parce que c'est son pseudo qu'après un prime, donc merci Jean-Louis, et bravo pour le très bon recrutement à Lens, on te suit, t'as fait très fort mon Jean-Loup, t'as fait très fort mon Jean-Loup cet été. Donc Nice va au Celta Vigo, va à Rennes, une équipe malade, donc tu vois, ils ont peut-être un petit coup à jouer, reçoit Lille, en milieu de semaine, va au PSG, reçoit Fribourg et va à Metz. Ouf, c'est vrai que on peut être... cette victoire, elle te donne un petit peu plus d'air, mais ça va être encore compliqué, il y a un gros enchaînement qui arrive. Ouais. Et le match à Metz, peut-être que là, il faudra voir, hein, si tu as pris une victoire par-ci par-là, peut-être 4 points sur 9, et que tu gagnes à Metz, ça peut être, tu vois, sympa dans ce sens. Salut Captain, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très très bien, ici comme tous les jours, quand je suis avec mes moutous pour parler du plus beau championnat du monde, on se régale. La suite, les amis, et ce Angers-Monaco, avec... Malheureusement, je vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est vrai que le match du samedi 19h en Ligue 1, il est souvent pas simple. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je dis pas qu'il a remplacé le match du dimanche 13h, on a du mal à digérer, voilà. Mais ce match-là, souvent, c'est pas dingue. Et pour le coup, c'est pas dingue à cause de Monaco, qui a changé de coach. Du coup, un certain Sébastien Pocognoli, qu'on va découvrir un peu plus en Ligue 1. Si vous voulez en savoir plus pour ce coach, je fais un petit peu d'autres promos. J'ai fait une vidéo YouTube sur les 5 coachs à suivre, avec voilà, Andoni Iraola à Bournemouth, avec Mathias Almeida à Séville, et donc Pocognoli, parce que c'est une attraction. Donc c'est intéressant. Et là, pour le coup, on se rend compte que Pocognoli, ça va pas être comme à l'USG. Là, il va falloir bosser beaucoup de choses, que ça va pas tourner dans ce sens. Donc, on va voir comment cette équipe monégasque peut réussir à s'en sortir, parce qu'elle aussi, il y a un calendrier dantesque qui s'ouvre. Prochain match, Ligue des Champions, réception Tottenham. Donc là, après, voilà, tu t'es qualifié pour ça, donc tu joues aussi pour ce beau jeu, ça en vaut la chandelle. Mais Angers, sincèrement, les gars, je le dis, par rapport à une équipe comme Metz, désolé pour les Messins qui prennent des balles perdues, de toute façon, à ce niveau-là, c'est plus des balles perdues qu'ils vont prendre, c'est des chargeurs de mitraillettes. C'est pas, rien contre vous, mais Angers, et même par rapport à d'autres équipes, Angers a vraiment une équipe, tu regardes l'effectif, c'est peut-être le pire de Ligue 1, parce que franchement, ça fait pas rêver. Mais ces gars-là, ils vont se dépenser, ils vont réussir à créer quelque chose. Le match à Strasbourg, c'était un match sans, parce que ils sont tombés contre une superbe équipe, ils en ont pris 5, voilà, merci, au revoir. Mais depuis le début de saison, cette équipe angevine, je vois des trucs super intéressants. Je vois des intentions, je vois que ça essaye, ça ne réussit pas, parce qu'encore une fois, tu as l'efficacité dans ces deux surfaces, tu as Kofi qui a fait un très bon début de saison, qui a peut-être un petit peu plus une malle là, mais quand tu vois Prosper Peter, quand tu vois Sidiki Chérif, quand tu vois cette vraie jeunesse, que même Belkidim en milieu offensif droit, c'est une équipe qui, voilà, c'est qu'elle redécouvre encore une fois cette Ligue 1, que c'est des jeunes joueurs, donc c'est cyclique, ça prend du temps, mais dans les intentions, franchement, respect. Si Angers tombe, c'est logique, s'ils tombent en Ligue 2, parce que tu regardes l'effectif, voilà, mais ils vont tout mettre, j'ai l'impression, pour essayer de se sauver. Et ça, rien que ça, c'est louable. Franchement, respect à eux, parce que le match qu'ils ont fait contre ce Monaco-là, c'est propre. Ils sont allés chercher, ils méritaient presque mieux. Donc vraiment, une équipe où tu te dis, ce SCO-là, s'ils avaient gardé Esteban Le Paul, je pense que ça se maintenait. Parce que Esteban Le Paul t'aura apporté ces 10-15 buts nécessaires pour le maintien. Et autour, t'aurais des joueurs qui auraient progressé, les petits jeunes, tu vois, les Peter, les Sheriff, les Begdim. Et c'est vrai qu'on a eu quand même des recrues en Ligue 1. C'est vrai que côté OL, j'ai pas parlé de Danse Attebourg qui a rejoint l'OL après son très bon début de saison avec le Stade Rennais. Une seule entrée à Rennes, il concède un penalty, il fait à peu près n'importe quoi. Une seule entrée à Nantes, pardon, avec Rennes. Donc voilà, on sait que c'est pour la profondeur de banc.
et avoir des joueurs en plus pour la CAN comme Mata et Niakate vont partir, force à eux parce que ça annonce compliqué quand même la défense Kluivert à De Boer. Mais Abinsby du coup, un joueur que j'avais bien aimé à l'époque à Grenoble, mais ça remonte à loin. Abinsby qui du coup a débarqué là à Angers en tant que joueur libre, qui sortait d'une expérience à Alpha T et qui a fait quand même un match intéressant. Angers est obligé d'avoir un peu plus de joueurs offensifs. Aller chercher lui fin d'aventure comme ça en Saudi Pro League, franchement, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que le coup est pas mal du tout. Ouais, c'est ça, Abinsby, c'était la saison 2023-2024 où il a fait 6 buts, 3 passes D. Et moi, j'avais bien aimé ce joueur-là en Ligue 2. Et tu vois, comme joueur de complément, c'est pas bête d'être à le prendre. On rappelle que pour certains peuvent se demander pourquoi est-ce que Angers peut recruter là alors que cet été, enfin le 31 août, ils ont la Bolascaré et Mounier. Ça s'est pas conclu au niveau du mercato. On a eu un effet Ligue 1 Plus où en fait on a eu plus d'abonnés, donc plus de recettes que prévu à cet instant de la saison. Du coup, on va verser un peu plus d'argent que prévu au club. Vous savez comment ça fonctionne. Plus de droits télé égale plus de parts pour ces clubs-là. Et du coup, Angers a récupéré un petit peu plus pour... finalement, on sait qu'ils ont une limitation au niveau de la masse salariale. Là, ils ont pu enregistrer Abinsby. Donc, tant mieux pour eux. Et je pense que Angers, ça fait partie des équipes qui vont peut-être pouvoir recruter cet hiver. Et peut-être avoir, tu vois, enfin 1-2 joueurs par ligne qui vont être sympas, quoi. Les chiffres Ligue 1+, c'est comment ? Je sais qu'on a passé le million d'abonnés, que c'est très bien, enfin c'est au-dessus de leurs prévisions, mais que d'ici 1 an et demi, je crois que De Taverneau vise les 2,5 millions d'abonnés. Donc c'est pas encore, tu vois, totalement abouti, mais c'est pour ça... Après, on reviendra sur ce Angers Monaco. C'est pour ça aussi, je pense qu'ils cherchent à acquérir d'autres droits, avec notamment les espoirs. Alors, on verra comment ça va se régler avec Zach. Est-ce que tu auras de la codiffusion ? Mais je pense qu'ils veulent évidemment, tu vois, essayer de proposer plus de choses pour dire regardez, si vous aimez telle compétition, si vous aimez tel truc, on peut proposer quoi. Oui, c'est vrai que comme tu le dis, Pequeno MPG, les premiers versements du transfert de Leopold, ça aide. Oui, on rappelle que les premiers versements, que le transfert de Leopold, c'est pas les 15 millions qui vont arriver direct, mais c'est toujours par étapes. Donc peut-être qu'aussi ça va leur permettre d'avoir des recrues. Mais c'est comme je vous dis, Angers, là ils sont forcément, tu vois, comment dire, 15e, enfin 17e de Ligue 1, mais au moins ils montent des choses. Et c'est très bien de leur part. Ça vraiment, chapeau à eux, parce que dans ce contexte-là, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui se serait effondré. Côté Monaco, alors t'as quand même eu un but sympa avec l'apport du banc et Minamino qui trouve Balogun, donc t'as quand même des joueurs intéressants dans ta profondeur d'effectif. Linkena, cette année c'est Numbo qu'on découvre un petit peu, Alexander Golovin qui revient de blessure, tu vas avoir petit à petit Lamine Camara, Mawissa, Zakaria surtout, et peut-être Pogba, on espère encore une fois. C'est un petit peu pareil le running gag à chaque live, et c'est pas simple de s'en sortir. Mais ce Monaco-là, ouais, Biret, ouais, c'est un petit peu la hype qui dégonfle, quoi. C'est chaud. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui faut. Je pense qu'il lui faut peut-être un match référence, un déclic, tu vois, un but contre Tottenham, un doublé contre Tottenham, si on est très optimiste, pour le réveiller. Mais c'est dingue parce qu'on avait vu quand même de très belles choses l'an passé. Et là, pour le coup, ça a été... c'est un début de saison anecdotique. Il a marqué un but, il pèse pas. On a vraiment du mal à retrouver ce Biret qui nous avait tant enchanté et qui sentait très bien les coups. Alors, est-ce que finalement, quand on voit que Mbolo, même si Rennes, c'est pas foufou, est-ce que finalement, la perte de Mbolo, ça fait pas du mal à un Biret où ça tournait bien autour ? Peut-être, c'est ça, quoi. Donc on va voir, ouais. Aladji Bamba, je trouve hyper intéressant ce petit gars. Non, par contre, dans cette période difficile pour Monaco, tu vois des jeunes, tu vois des choses chez le petit Koulibaly, tu vois des choses chez Kasumu Otara, tu vois également Bamba qui rentre. En vrai de vrai, ce qui va être intéressant avec Pocognoli, c'est que lui, son système à l'USG, c'était la base à 3. C'était souvent un 3-4-2-1 ou un 3-4-1-2. Des fois, il alternait 2 attaquants, demi-offensifs. Mais il y avait quand même cette idée d'avoir 2 pistons et d'avoir une base à 3. Alors à Monaco, voilà, c'est pas évident parce que tu as des joueurs qui reviennent, qui sont blessés. Donc, mais tu vois, des profils comme Crépin Diatta, comme Kasumu Ouattara en piston, pourquoi pas.
Vanderson, j'y pense. Vanderson, s'il revient, parce que lui aussi est blessé, il a un petit peu souffert ces dernières semaines, lui, il peut s'éclater. Mais il faut encore trouver une alchimie, une connexion. Et je sens encore un Monaco malade. Et que même si Pocognoli est arrivé 10 jours et a bénéficié de la trêve, ça va être pas simple, tu vois, d'arriver à maturité pour cet ASM-là. Crépin Diatta, ça fait combien de temps qu'il joue? Bah, tu sais qu'il est là depuis un petit moment, le Crépin Diatta, j'ai aussi l'impression. Crépin Diatta, il est arrivé du Club Bruges en 2021, tu vois. Il est arrivé en 2021. Donc, c'est quand même, tu vois, assez costaud. Assez costaud, comme c'est le joueur qui est là depuis le plus longtemps, j'ai l'impression. Hein. Franchement, quand je vois ça, bon, Akiouche était dans les équipes de jeunes. Tous les autres, ils sont arrivés après. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le vétéran. Non, Golovin. Pardon, Golovin. Golovin qui est là depuis un petit moment, quoi. Inquiétant la sortie de Fati. Inquiétant avec Pocognoli. Ouais, c'est vrai que il y a des regards qui en disent long. Et que Pocognoli, ça reste un jeune coach. Hein. Pocognoli, je le rappelle, mais il y a 1 an et demi, il s'occupait des U18 belges. Pocognoli, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante. Et bah, lui aussi va devoir, je vais pas dire devenir un père fouettard, parce qu'on n'en est pas là, mais les états d'âme et les égos et les frustrations, ça fait partie de la vie d'un club pro. Et c'est pas évident à manier quand tu démarres dans ce milieu et quand tu démarres dans une équipe comme Monaco, quoi. Donc attention, on sait qu'il y a des coachs qui se sont fait des fois avoir, voire bouffer sur le rocher. On continue avec le match du samedi soir et le match du nouveau leader de Ligue 1. Cet Olympique de Marseille, l'Olympique de Merveille, qui offre un festival de buts, un 6-2. Alors évidemment, comment ne pas commencer avec ce carton rouge et la faute de main de Gauthier Loris. Alors, est-ce qu'il y a main? Oui. Est-ce que c'est carton rouge? Ça peut l'être si tu considères que c'est annulation d'occasion de but. Est-ce que c'est coup franc au penalty? Il y a un angle aérien où tu as l'impression que c'est clairement coup franc. Quand tu vois l'action avec un angle plus à ras de terre, tu as l'impression que c'est penalty. Et après, est-ce que c'est la double sanction quand on avait pu le voir lors du match OM Lorient? Moi, je suis pas fan de la double sanction. Je trouve que c'est tellement pénalisant. Et surtout, quand tu vois le début de match du Havre, qui est très très bon, le Havre qui va chercher haut, qui n'hésite pas à avoir une ligne défensive, qui n'attend pas dans ses 20 derniers mètres et qui va... Et au-delà des 35-40 mètres, quand tu vois le choix de Keshta à gauche, qui est décidé de la part de Digard, quand tu vois les bonnes courses, quand tu vois les bonnes projections, le match du Havre, en vrai, à la 30e minute, c'est un perfect. Et malheureusement, après, tu as ce carton rouge, tu as une équipe qui n'arrive plus à tenir le ballon, à aller chercher haut les Marseillais, puis en face, tu as un super effectif. Tu as un joueur comme Greenwood qui te met un quadruplé qui était tellement facile samedi soir. T'as des joueurs qui sont encore une fois plus. Je pense à Emil Høgberg, Pierre-Emile Høgberg qui est dans une très bonne période. Je pense à la défense avec le match de Pavard, Daguerre qui est encore très très bon. Aubameyang qui est dans un rôle de distributeur de plaisir, de bonheur à des jeunes joueurs comme Robinho Vaz, c'est top. Lui aussi qui aurait pu marquer, ça n'a pas été concluant. Robinho Vaz, l'entrée, chapeau au petit, parce que je le dis encore une fois, à l'image de Mayoulou, quand t'as des gamins comme ça, surtout à Marseille où tu sais que tu as toute la pression quand tu es jeune, c'est pas évident. On rappelle que Robinho Vaz, il n'est pas formé à l'OM, c'est plus de la post-formation. Il est de Mantes-la-Jolie, il est des équipes de jeunes de Sochaux et après l'OM l'a recruté il y a un peu plus de 2 ans je crois en équipe de jeunes. Donc c'est pas vraiment l'OM qui l'a formé. Par contre, ça reste un jeune joueur quoi qu'il arrive et à chaque fois la fameuse expression il brûle la pelouse. Mais c'est vrai que Robinho Vaz, il se passe quelque chose à chaque fois. Et ça, c'est ce que Mehdi Benassia il disait à ses jeunes, c'est que quand tu rentres, entre guillemets, on doit voir que toi. Alors c'est pas évident parce que t'as 22 joueurs sur la pelouse, t'es jeune, tu dois te distinguer, t'es pas sûr d'avoir des ballons, mais Robinho Vaz fait tout bien et tu vois que ce soit le but, que ce soit même, j'aime bien cette action à Greenwood ou que tu vois, c'est très simple dans le contrôle, dans l'orientation du ballon et le fait de donner ce très bon ballon à Greenwood. C'est un joueur qui a une palette où ça me plaît énormément avec ce que propose le petit Robinho, quoi. Alors, rappelle le petit Robinho, je pense qu'il me met déjà une tête, mais ouais, il est quand même bon, quoi. Censé être un bonificateur de ballon, mais je le vois un peu emprunté. Après, ça, c'est 2007, hein, pareil, c'est tellement jeune, c'est 17-18 ans. Ça découvre le monde pro depuis seulement quelques mois. Et je redis, mais ce genre de joueurs, il y a 20 ans, s'ils avaient leur chance dans la CFA, c'est pas simple. Hein. Donc, tu vois, c'est aussi le fameux football a changé, comme le dit le vieux sage. Et on voit des
des profils comme ça qui arrivent. Mais Robinho Vaz, quand tu sais que Guéry va être absent pour 3 mois avec son épaule, quand tu sais que Neil Maupay il est aux oubliettes, qu'il est dans le cachot de Zerbi et qu'Aubameyang à 36-37 ans va pas pouvoir tout enchaîner, là la séquence qui va s'ouvrir pour lui elle est intéressante parce que il va avoir du temps de jeu, il va pouvoir se faire des différences, il va sans doute enchaîner des titularisations en Ligue 1 à l'image de Metz. Donc non c'est propre quoi. Ah pardon, j'avais pas compris feu chaud pour Angel Gomez et Robinho Vaz. Oui c'est vrai que le match d'Angel Gomez c'est peut-être le petit point noir. C'est qu'Angel Gomez a pas été très très bon, a pas été très inspiré. Et ce que je vous disais pour Van Hout, le joueur d'équilibre, on l'a aussi avec Angel Gomez. Mais là, des fois, je me demande si pour Angel Gomez, c'est pas négatif parce que il est un peu trop neutre. Je peux comprendre l'idée d'avoir un milieu de terrain comme ça, qui peut avoir une certaine qualité de passe, qui peut t'apporter la verticalité, qui peut avoir normalement une compatibilité avec Højbjerg ou O'Reilly. Mais là, pour le coup, Angel Gomez, c'est un joueur qui se cache un petit peu trop. À l'OM, tu peux pas te cacher. Tu es dans le feu de l'action. À l'OM, chaque match, les 11 joueurs, les 4 ou 5 remplaçants, ils sont décortiqués. Et il faut savoir si tu as été bon ou pas bon. Des fois, tu n'as pas juste milieu. Et Angel Gomez, pour l'instant, c'est insuffisant. Mais depuis le début de ce live, et si vous me connaissez, on est toujours dans une certaine mensuétude ici pour les joueurs qui changent de contexte de club. Angel Gomez, il n'a pas beaucoup enchaîné sur ses 6 derniers mois de contrat avec le LOSC. Je lui laisse encore un petit peu de temps pour se régler, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je préfère voir Vermeuren, Højbjerg et O'Reilly plus haut. Je pense que c'est une formule qui me plaît un petit peu plus, quoi. Et ce qui est bien, comme le dit Walker Benny, c'est que on en oublie que tu as certains joueurs qui sont blessés dans cette OM, comme Ahmed Julien Traoré, comme Medina. C'est-à-dire que vraiment, on a parlé beaucoup de la profondeur de banc. C'est essentiel. Et pour cette OM là avec la LDC, là pour le coup la mission Mercato était réussie. Petit quiz improvisé. Avant Greenwood, qui a été le dernier joueur ayant mis un quadruplé. Alors pour l'OM, j'ai vu la stat, c'était Jean-Pierre Papin au début des années 90. Si tu me demandes la Ligue 1 par contre, dernier quadruplé, tu as dû avoir ça l'an dernier. J'allais dire peut-être un David. Kamori Doumbia, ouais. Kamori Doumbia, le fameux Brest-Lorient. Mais du coup, c'était pas l'an dernier, c'était il y a plus longtemps. Le fameux quadruplé où sur les 4 buts, il avait mis 3 patates, il avait mis des reprises. Ou limite, les 4 buts, ils auraient pu être dans la sélection des trophées UNFP à la fin de l'année, quoi. Salut Stradri, je suis Lillois, jamais été fan de Gomez. Je peux comprendre le cas Angel Gomez qui peut laisser mitiger son joueur. En vrai, Angel Gomez, tu te dis pour la profondeur de banc, pourquoi pas. Contre ce genre d'équipe, pourquoi pas. Et encore, il n'a pas été suffisant. Mais pour être titulaire, pour l'instant, c'est pas assez dans un OM très ambitieux. Pour moi, il est 4e, voire 5e dans la hiérarchie. Il est au coude à coude avec Nadir. Et moi, ma formule, c'est Vermeuren, Højbjerg, O'Reilly un peu plus haut. Et je pense que ça peut bien tourner, quoi. Non, comme je vous dis, j'ai bien aimé le match de Pavard. D'ailleurs, le bandeau que Benjamin Pavard a hérité, est-ce qu'on peut en parler juste à petit à côté? Parce que le bandeau que Pavard lui ont mis, ils lui ont entouré déjà l'oreille. Donc l'oreille, elle était un peu asphyxiée. Et en plus, ils ont réussi à tirer le sourcil. Du coup, tu avais Benjamin Pavard qui, pendant 70 minutes, c'était Carlo Ancelotti qui donnait des consignes bord pelouse au Bernabeu, quoi. Allez voir les images, mais vraiment, le bandeau, ils lui ont fait, vraiment, histoire que ça tienne. Et vraiment, il avait le sourcil tiré. Et le pauvre, vraiment, il avait une tête... il était pas gracieux. Hein. On peut pas dire que c'était l'élégance, la classe incarnée, mais il a aussi ce côté... un petit peu guerrier. Et voilà, l'OM a quand même encaissé 2 buts, dont ce fameux banger d'Abdoulaye Touré. J'ai eu beaucoup d'énervement de la part des Havrais, la frustration sur le cas du carton rouge et du penalty accordé, de la double peine. Je peux comprendre parce que quand tu fais encore une fois cette entame qui est très bien, qui est très intéressante côté Havraise, bah t'es frustré. Après, c'est vrai que je me suis dit, au Havre, t'as beaucoup d'anciens de Ligue 1. T'as Digard, t'as Bergougnou en adjoint, t'as Douchez en entraîneur des gardiens, et t'as Jean-Michel Roussier qui était président bord-pelouse, qui a l'air de faire les 400 pas et qui voulait en découdre. Le Havre est barragiste, le Havre luttera pour le maintien, mais j'ai pas envie d'être, défaitiste ou pessimiste pour cette équipe. Il y a de la qualité, il faut prendre un peu plus de points, parce qu'évidemment, ça va peut-être commencer à tirer et ne pas être évident. T'as une victoire. C'est dommage parce que vraiment t'as vu des choses dans le jeu. Le Havre, c'est quoi les prochains matchs? Le Havre va au Auxerre dans le multi, reçoit Brest, va à Toulouse, reçoit Nantes. Tu vois, t'as des adversaires qui ont peut-être
des meilleures individualités, mais Le Havre, pour moi, s'ils prennent des points à chaque match, je serais pas choqué, parce qu'ils ont la qualité pour aller embêter chacune de ces équipes. Après, bah voilà, on sait que t'as certains joueurs qui peuvent être limités. J'ai bien aimé ses débuts il y a 2 ans, mais je trouve que Yute qui est rentré à la place de Samata, par exemple, je trouve que Yute, il a vraiment baissé de niveau. Après, tout le reste, c'est des joueurs intéressants, hein, mais ça suffit pas. En plus, à 10 contre 11, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Mais il y a des motifs d'espoir pour moi avec ces Havrais-là, et je pense qu'ils s'en sortiront. Quand tu vois leurs intentions et ce qu'ils montent dans le jeu par rapport à l'an dernier, à la même période, il y a, il y a un monde d'écart. Et ils vont s'en sortir comme ça. C'est le genre de scénario où tu vas peut-être te dire on a pris 6 buts au Vélodrome, est-ce qu'on va peut-être reculer au niveau des ambitions? Mais il faut pas justement. C'est à cet instant-là qu'il faut réussir à remettre un petit coup d'accélérateur. On continue les amis avec les matchs du jour et ce RC Lens Paris FC. Dédicace encore une fois à Jean-Louis Léca qui est dans le, qui est dans le chat. Mais le mercato, j'ai dit qu'il était brillant. Bah, le mercato, c'est encore une fois 2 buts, 2 joueurs qui viennent t'apporter des satisfactions. Hudson Edouard, Simon Baidou et Adrien Thomasson, double passeur décisif. Thomasson, on a beaucoup parlé de Sangaré à juste titre, hein, parce que Sangaré, il dégage un truc assez impressionnant. Mais Adrien Thomasson, très très bon aussi. Lui, il fait partie des joueurs qui sont vraiment bien relancés sous Pierre Sage et qui ont atteint vraiment un très bon niveau. Thomasson, de toute façon, c'est un joueur qui a toujours été intéressant en Ligue 1, qui a eu des très bonnes périodes à Strasbourg, à Évian, à Nantes. Des fois, ça a été un petit peu moins foufou, mais dans l'ensemble, tu vois, c'est un bon joueur de Ligue 1. Par contre, là, dans une équipe comme ça, à son âge, c'est quand même un rôle qui est hyper important, milieu de terrain, avec beaucoup de recrues, un système particulier. Et je trouve que Thomasson, bah, il réussit parfaitement. Et en plus, il y a une qualité sur coup de pied arrêté. C'est le petit bonus, mais c'est vrai que c'est un des hommes forts du Racing depuis le début de saison. Tu rajoutes à ça Malang Sarr, qui est juste bluffant, qui est très très fort. Non, ça tombe bien. Et ce qui est bien sur ce match, c'est que on a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a beaucoup parlé de Florian Thauvin depuis quelques jours, quelques semaines. Bon là, tu vois, il a raté un penalty, il a été moins influent. C'est bien, je trouve, qu'il y ait d'autres joueurs qui peuvent prendre leurs responsabilités, que ça ne repose pas uniquement sur Thauvin. Il y en a d'autres qui peuvent se montrer à leur aise. Et en fait, on se rend compte que ce lance-là, c'est un très bon collectif. Ça tourne bien. En plus, ce qui était intéressant, c'est que le Paris FC a eu la possession, 57% c'est ça, mais le Paris FC, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'efficacité dans les deux surfaces, c'est le plus dur, on l'a évoqué en début de live, ça va pas être évident du tout, donc on va voir comment ce Paris FC là, qui a, tu vois, Nkambadio qui arrête le penalty, mais qui derrière n'est pas exempt de tout reproche sur la tête d'Hudson Edouard. J'ai vu des belles choses, notamment le but de Lesmelou, qui est une action bien construite, mais encore trop insuffisant, je trouve. Comme je vous dis, ça manque de consistance dans les deux parties de terrain essentielles, et c'est ça qui va les faire, pour l'instant, un petit peu peut-être chuter. T'as la paire Otavio Cherki, on a voulu tester autre chose par rapport à Mbo. Bon, après, je pense qu'on est tous d'accord sur ce Paris FC là. On a souvent dit, ils vont se maintenir tranquilles. Est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle un peu plus de protagoniste voilà, pour aller embêter les équipes européennes? Non, pour l'instant ils sont trop loin, mais je pense que le projet Red Bull, de toute façon, voilà, petit à petit l'équipe, ce screen là, ça se trouve dans 1 an, on sera choqué de voir à quel point le Paris FC a évolué. On dira ah ouais, ils avaient ces joueurs là, alors que maintenant ils ont, tu vois, des joueurs qui sont peut-être des cracks U20, je ne sais pas s'ils vont faire une Strasbourg. Je pense qu'ils vont avoir quand même cette idée, comme ils ont fait cet été, de prendre des joueurs des expérimentés, des tontons de Ligue 1, des Les Melou, des Marie Traoré, tout ça quoi. Donc oui, c'est vrai que Lens aussi a manqué d'efficacité et que ça leur a coûté notamment peut-être une victoire incroyable à Rennes à 10 contre 11. Mais non, franchement, c'est une équipe où ça tourne très très bien, où je suis assez enchanté. Est-ce que ça peut jouer le top 4? Aujourd'hui, oui. De toute façon, il ne faut pas qu'il s'impose de limites. En fait, pour moi, sincèrement, il y a l'OM, il y a le PSG. Ensuite, il va y avoir une grosse mêlée générale. Faut voir comment Monaco sous Pocognoli va se réveiller. Je pense qu'il y a un monde où Strasbourg, Lens et Lille luttent pour ces places-là. Je pense que Monaco, je dis pas que... Attention à Monaco, qui aime bien de temps en temps faire des deuxièmes parties de saison en boulet de canon. Et si Monaco, ça peut être une possibilité, ne passe pas le cut des barrages de la Ligue des Champions ou même n'est pas dans les 24, à tout moment, ils se retrouvent juste avec la Ligue 1 à jouer. Et eux, ils peuvent aller prendre pas mal de victoires et se retrouver là. Surtout que là, ils sont pas décrochés. Monaco a un bilan comptable
où il limite la casse. Donc ça va être rude, mais l'avantage de Lens dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Franchement, ils vont être, tu vois, assez bien, quoi. Lyon, tu nous oublies. Lyon, c'est un cas à part parce qu'ils ont pris beaucoup de points. Ils auront d'autres matchs où ils vont pouvoir se refaire. Mais l'effectif avec l'Europe, comme je te dis, Lyon, moi, début de saison, je disais 5-6e. Et c'est déjà très bien. Mais c'est bien de pouvoir, encore une fois, mettre l'OL dans ce panier, se dire l'OL potentiellement top 4. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais à tout moment, ça peut peut-être te retrouver l'efficacité défensive, avoir un Fofana, un Tolisso qui vont te mettre les buts essentiels. Mais voilà, on savait que cette équipe allait pêcher au bout d'un moment, que tu n'avais pas une profondeur illimitée. Donc attention, ça c'est le plus rude. Le plus rude pour eux. Et non, ce lance-là, bah, en vrai, il faut. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, j'ai dit que tu avais deux équipes au-dessus. Hop, prochaine journée, samedi soir, celui-ci va être très sympa. Lance-Marseille, 21h05, Bollard, guichet fermé. Sortez les popcorns, ça va être incroyable. Alors j'espère, parce que quand même j'ai découvert que en me posant devant mon petit Ligue 1 Plus ce dimanche 15h, qu'il n'y avait pas la marée, qu'il n'y avait pas la tribune emblématique de Lens pour usage d'engins pyrotechniques lors du derby du Nord contre le LOSC. Quand tu vois ce qui se passe à Nantes, quand tu vois la bonne vibe et tout, c'est vrai que j'ai vu des banderoles réformant le conseil de discipline, mais au bout d'un moment, on souffle, quoi. Enfin, t'as besoin de ces supporters, t'as besoin de trucs, et les fumigènes, ils sont encadrés, et vas-y, enfin vraiment, c'est tellement regrettable, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, Geoffroy Guichard, ils étaient tout le temps suspendus. Ils ont eu j'ai l'impression 3-4 mois sans tous les copes. Des fois, ça me paraissait, c'est une dinguerie, quoi. Et ouais, il faut... et c'est exactement comme le dit Walker, la LFP aime bien prendre les images pour faire la pub. C'est ça le paradoxe, c'est que tu vois plein d'images avec des joueurs, des arrière-plans, tu vois des fumis, tu vois des banderoles, tu vois des tifos, tu vois des animations. On est tous à dire incroyable. Non, bah du coup, parle à tes copains de la commission de discipline parce que là, je suis Vincent Labrune, je suis dans mon bureau et je pense que je sors de cette pièce, je fais 10 mètres dans le couloir et je peux aller parler au conseil de discipline. Ils sont dans les mêmes, ils sont pas loin. Donc, soyons un petit peu intelligents et trouvons un moyen de pouvoir avoir tout le monde ensemble parce que franchement, au bout d'un moment, c'est archi, c'est archi relou, quoi. Mais c'est vrai que pour ce lance, ça tourne bien. Tu viens enchaîner 3 victoires sur les 4 derniers matchs. T'as une sacrée équipe. T'as des joueurs qui vont revenir. Quelqu'un a dit Machado, est-ce qu'il peut prendre la place? Bah, c'est vrai que ça tourne très bien. Udol en piston, c'est très fort, mais Machado va quand même devoir, tu vois, petit à petit reprendre du temps de jeu, tout ça. Ah non, c'est que positif, quoi. Puis tu vois le banc, ouais, c'est vrai que t'as des solutions offensives. Saïd, Sima, Sotoka, Saoud comme piston. T'as Odjedira au milieu de terrain. T'as des jeunes comme Fofana, Bulatinovic. T'as Chavez qui revient aussi. Donc non, franchement, Lens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, j'ai envie de te dire, bon, il y a eu cette victoire contre Arsenal en Ligue des Champions, mais depuis finalement la saison où ils ont terminé deuxième derrière le PSG, c'est la première fois depuis 2 ans, 3 ans même qu'on revoit une telle osmose. Et ça fait plaisir parce que c'est un club qui a bien travaillé, c'est un club qui a choisi, qui a bien anticipé, je pense, la chute des droits télé en vendant Kuzanov, en vendant tout le monde. Et tu te rends compte qu'avec de l'argent, parce qu'ils ont investi 40 millions d'euros cet été, bah, tu as pu faire des mouvements qui te manquaient. Un gardien, parce que c'est un pari, Risser, jeune gardien, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Baïdou, Sangaré, des gros potentiels de revente. Baïdou est de début timide, mais là il est en train de prendre son envol. Sangaré, c'est très fort. C'est un des milieux les plus épatants du début de saison. Udol à 3 millions d'euros, super coup. Edouard, quand tu vois que tu récupères un attaquant de première ligue pour 4 millions d'euros, c'est pas mal. Bon, t'as un beau salaire, on le sait derrière. T'as également Sima. Non, franchement, ce lance-là a très bien recruté. Et je le redis, chapeau aux dirigeants, chapeau aux Gourlian, à Leka, à Pierre Sage, parce que ça tourne très très bien. On enchaîne avec les matchs du multiplex. Le petit point Habib Bey. Avec ce match nul entre le Stade Rennais et l'AJ Auxerre. Le Stade Rennais qui continue de faire un petit peu du surplace, qui est 9ème, seulement 2 victoires après 8 journées, qui enchaîne un 4ème nul, c'est bien ça. Je ne sais plus quoi penser de ce Rennes-là. Est-ce qu'il faut faire sauter Habib Bey? Est-ce qu'il faut continuer ainsi? En tout cas, au bout d'un moment... Oui, j'ai pas cité Thauvin parmi les recrues, parce qu'évidemment, j'ai cité d'autres, mais évidemment, Thauvin, hormis ce match, a été très bon depuis le début de saison. Ce Stade Rennais-là,
Et doit être d'une frustration quand même pas mal pour ses supporters parce que tu vois des séquences, tu vois des intentions. Je pense notamment au deuxième but de Seko Fofana, avec une action qui est très bien menée, Blas qui s'en sort au milieu de 3 joueurs, un petit jeu, un 1-2 entre Le Paul et Mbolo qui est bien senti, une remise, Le Paul qui fixe, qui donne à Fofana, et tu vois que par rapport à cet effectif, t'as moyen de bien jouer, t'as moyen de faire des choses. Par contre, défensivement, et le manque de confiance, mais je sais pas comment le dire, mais je vais pas dire que tu pues la crainte, mais des fois, c'est ça, quoi. J'ai l'impression que ce Rennes-là n'a pas confiance en lui. Ce Rennes-là, il lui suffit d'un petit caillou dans la botte pour que tout soit déréglé et que après ça parte à volo et que tu ne s'en sortes pas. Et finalement, cet AG Auxerre-là, qui a montré, je trouve, des choses intéressantes. Encore une fois, j'ai bien aimé le match de Danois. Sinayoko en mange une qui est incroyable avec Samba qui sort un arrêt en face à face très fort. Namasso, par contre, Namasso, c'est pas mal. Hein. Namasso, j'aime bien son début de saison. Namasso, belle recrue. Hein. Aller chercher à Porto, il y a de vraies belles choses. En attendant, Kosman, tu vois, qui est un jeune joueur qui est prêté par Brighton, lui prenne un peu plus son envol. Mais honnêtement, Auxerre a fait un mercato qui est pas mal du tout. Euh, donc c'est une équipe qui, pareil, hein, est peut-être un petit peu mal payée au niveau du classement parce que Auxerre est à 2 victoires et ils sont 14e, ils ont que 1 point d'avance, tu vois, sur le Angers, et pourtant la production des fois a été assez intéressante. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Je sais pas, peut-être est-ce qu'il va avoir un calendrier un peu plus abordable pour nos petits Auxerrois? Bon, là, tu vois, tu reçois le Havre. Là, c'est un match pour toi. Je ne vais pas dire que tu n'as pas le droit à l'erreur, parce que voilà, hein, évidemment, il en reste derrière. Mais c'est vrai que quand tu enchaînes Strasbourg et Marseille, il faut prendre les 3 points, parce qu'au moins tu vas t'offrir un petit matelas, et après tu termines par un match à Angers. Donc ça va être intéressant pour la GIA, déjà de se concentrer sur cette rencontre. Et pour le Stade Rennais, quelqu'un dit qu'ils ont joué pas mal d'équipes de deuxième partie de tableau, ils n'ont pas pris les points qu'il faut. C'est vrai qu'ils ont fait nul contre Nantes, ce fameux nul apocalyptique contre Lens, ils ont fait nul contre Angers, contre Le Havre, contre Rennes. C'est vrai qu'ils prennent pas les points contre les équipes à leur portée, donc attention. Et là, tu as Nice, une équipe qui peut te poser des soucis. Ensuite, tu vas à Toulouse, tu risques d'être embêté. Tu reçois Strasbourg et après, tu vas au PFC avant la trêve. Ça va pas être évident, quoi. Pourquoi tant de critiques envers Abibay, invaincu depuis fin août et la seule défaite étant un match en 9 contre 11? C'est vrai qu'avec Abibay, on est peut-être un petit peu trop exigeant. Non, mais je sais pas si cette histoire va bien terminer parce que je sais qu'Abibay, il a fait cette sortie en conférence de presse où il a dit, en gros, oui, j'ai vu que des joueurs s'étaient plaints de moi, qui en faisaient un complot, que Fofana et Samba voulaient ma tête, donc je leur ai parlé, j'ai convoqué d'autres cadres comme Rongier, histoire de voir ce qui se passe, hein, finalement. Il a dit, voilà, j'ai tout le monde derrière moi. Mais généralement, quand ce genre d'informations sort dans la presse, là, j'ai vu qu'on en a remis une couche avec Foot Mercato, qu'apparemment, il y avait le président du conseil d'administration de Rennes qui était dans la pelouse, enfin, dans la pelouse, s'il est dans la pelouse, c'est inquiétant, mais qui était en tribune, et qui a, voilà, c'est genre le tweet voulait tout dire, quoi. S'il était là, c'est que s'il n'y avait pas un bon résultat, ça pouvait chauffer. Ah non, mais attends, il y a de quoi être critique avec Bay. Non, mais je te dessine le contexte. Je te dis juste que quand tu commences à avoir des bruits de couloir, des trucs qui sortent dans la presse, même si des fois tu peux avoir de l'intox, des rumeurs pas vérifiées, dans le cas d'un club comme ça, tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond et que oui, les jours, le temps est compté pour Abibé, quoi. Là, s'il avait pris une victoire contre Auxerre, il avait un petit sursis. L'idéal pour lui, tu vois, c'était d'enchaîner 1-2 victoires là pour au moins terminer jusqu'à la trêve de novembre. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un bon résultat contre Nice, ça m'étonnerait pas que ça saute et qu'on aille sur un autre coach. Alors, vers qui on va aller? Oh, vous savez ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps, les amis? C'est notre ami Transfermarkt pour voir les coachs libres de Ligue 1 et peut-être avoir quelques petits frissons ou pas, mais quels sont les managers disponibles? Alors, tu peux faire une Monaco, aller chercher Pocognoni, mais je suis pas sûr que tu vas le faire. Oh, Gaëtan Porte-Sud, ça je signe tous les jours. Alors, Joachim Le, voilà, le tonton, ça fait depuis 2021 qu'il a arrêté avec l'Allemagne, on va pas non plus. Xavi, je pense pas. Spalletti, en vrai, Spalletti serait très ambitieux. Oh, Ange Postecoglou en Ligue 1, ce serait dingue. Ange en Ligue 1 avec cet effectif. Alors, je pense que défensivement, tu réglerais pas les soucis qu'on a pu voir, mais ce serait pas bête d'aller miser là-dessus. Thiago Motta, en vrai, Thiago Motta, ils vont peut-être y penser, mais est-ce que c'est jouable? Marco Rose, Leipzig, ça s'est pas très très bien terminé. T'as Ten Hag,
pareil, t'as Terzic. En vrai, t'as des beaux noms. Je sais pas vers qui il pourrait pour aller, quoi. Graham Potter, qui vient de terminer aussi avec West Ham. Après, t'as des noms. Genre, j'aime bien, ils mettent Dunga. Dunga, ok. Dunga, dernière expérience le 14 juin 2016. Ça remonte. Sundaich. Alors, j'ai vu que Sundaich, par contre, il pourrait prendre la suite, justement, de Ange Postecoglou à... Comment ça s'appelle à Nottingham. Et si je mets les bons vieux coachs français, alors est-ce qu'on va aller chercher un Antoine Comboiré comme ça à l'arrache du côté Laurent Blanc, j'imagine pas. Aristouille, bah, c'est plutôt étiqueté FC Nantes. Comboiré, il est là. Tonio. Claude Puel, il n'a pas entraîné depuis 2021. Raymond Domenech, je rigolerais beaucoup, mais je n'imagine pas. Montagnier. Montagnier le retour. Montagnier pour le petit intérim, pourquoi pas. Et après Montagnier, bon, je sais pas que c'est un aveu d'échec, mais il a déjà entraîné il y a 10 ans et c'était pas non plus très très bien terminé, quoi. Après, ouais, t'as du Paul Le Guen, ouais, pareil, hein. Olivier Guégan, David Guillon, ouais, Pascal Duprat, comme toujours. Alain Casanova, également. Patrick Gabriel. Bon, en vrai, j'imagine plutôt une solution étrangère par rapport au nom, donc ça pourrait être le cas. Tudor va sûrement sauter. Igor Tudor et la Juve. Pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas lu en août, hein, quand l'OM ne gagnait pas et que la Juve avait fait 3 victoires sur 3. Les comparaisons, la culture de l'instant, comme toujours. Nouri Sahin, oh, putain, l'expérience Nouri Sahin à Dortmund, je pense qu'elle a vacciné beaucoup de monde, quoi. Donc, Habib Beye, ça, comme je te dis, je vois le match, je vois de temps en temps des séquences, parce que quand même, quand tu vois les noms sur la pelouse, ça doit viser le top 6. Sauf que, on sait que quand l'effectif manque peut-être de confiance à certains endroits du terrain, notamment en défense, que tu peux réussir à produire des belles séquences à l'image du but de Fofana. Mais par contre, le Paul et Mbolo, ça se trouve bien. Ça, pour le coup, c'est un des points positifs à tirer. Par contre, pour le reste, c'est un petit peu désespérant. Là, pareil, tu vois, tu fais pas rentrer Djaoui Cissé. T'as Kader Meïté et Tamari qui rentrent. Tu te sers pas beaucoup de ton banc. T'as eu envie, en plus, d'aller à la guerre au bout du monde sous la pluie avec ces gars-là. Donc, ça va être difficile. Ça va être difficile et, comme je vous le dis, je pense que s'il y a victoire de Nice, ça peut sauter, quoi. Ça parlait de Wilfried Nancy de Columbus. Ouais, c'est vrai que Wilfried Nancy, on en parlait aussi à Saint-Etienne à l'époque, avant que Daglio saute et que Orneland arrive, pourquoi pas arriver en France. Donc, peut-être un nom comme ça qui pourrait aller chercher en MLS. À voir, parce que là, tu vas peut-être prendre un coach étranger. Il y a toujours ce petit temps d'adaptation. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce Rennes-là est sous-exploité. Peut-être que certains joueurs, on les survend, tout ce que vous voulez, mais ce Rennes-là devrait être un peu plus haut et devrait être à la lutte pour le top 6. Qu'il soit 7-8e, voilà, on va dire proche, mais là, il leur manque trop de choses. Et pourtant, en termes comptables, si on est pragmatique, tu vois, ils sont 9e, 11 points. Ils sont à 3 points seulement de Lille. Alors, tu as l'impression qu'il y a une équipe... Bon, Lille a manqué d'efficacité, mais tu as l'impression que Lille fait un très bon début de saison ou un bon début de saison et que Rennes, limite cata. Donc, tu vois, ils sont qu'à 3 points. C'est peut-être ça aussi, on se dit, moi, Habib Beye, s'il prend enfin ses victoires, ça peut à tout moment recoller. Mais il va falloir passer un petit coup d'accélérateur, quoi. Après, au-delà de Beye, les joueurs à Rennes, ils se sentent beaucoup trop tranquilles. C'est l'exigence interne du club qui doit évoluer. C'est le Monaco breton. Et je suis pas sympa avec Monaco. Mais tu sais qu'à Bordeaux, on avait ça aussi. La fameuse quiétude. Le fait d'être un club ambitieux, souvent européen, mais que quand ça se passe mal, tu te fais pas assez chahuter ou tu te fais pas assez violence. Du coup, tu rentres un petit peu dans cette forme de confort. Tu te mets pas minable. Pourtant, il y a des équipes, tu vois, qui ont moins de pression que ça. Je pense à Lens, et pourtant qui réussissent des fois un petit peu mieux. Alors Lens a aussi eu ses passages à vide, mais Bordeaux, on avait vraiment ça, genre le château du Haillan, le vin, la vie sympa. Oh, t'inquiète, hein, y en a qui en ont profité. Hein. Y en a où tu sentais que t'avais le match le samedi 17h ou le dimanche 15h, tu profitais derrière. Gustavo Poyet, tu l'aimais bien. J'aimais beaucoup Poyet. De toute façon, Poyet, c'est simple, il a fait 6 mois. Il nous a mené de la 15e à la 6e place. Il nous a qualifié en Europa League. Et il a fait une conférence de presse où il a tout fracassé parce qu'il n'était pas content que Gaëtan Laborde soit vendu à Montpellier. Cette conférence de presse, allez la voir parce qu'elle est un peu rentrée dans l'histoire du club. Mais par contre, sur ce qu'il a pu faire à Bordeaux, franchement, il a transformé l'équipe. Puis c'est un des coachs qui a lancé Koundé, qui a fait confiance à Tchouaméni, tout ça. Donc non, bien. Et oui, comme tu le dis, en plus pour Rennes,
Cet été, niveau masse salariale, t'as bien envoyé. Je suis curieux d'avoir les rapports des NCG, les rapports des comptes des clubs de Ligue 1, parce que je pense qu'à Rennes, je dis pas qu'on va avoir quelques alertes rouges, mais ils ont été bien généreux, quoi. Et du coup, la GIA, ouais, qui va prendre un point quand même, qui va s'en sortir, qui a profité d'une équipe un peu malade, donc tant mieux pour eux. Sinayoko qui a remarqué enfin, mais qui avait manqué aussi, quand je vous dis ça, et qui est peut-être un petit peu moins flamboyant qu'au mois d'août. Clément Akpa qui fait partie des joueurs qui a du mal à revenir. Mais la GIA, voilà, il faut qu'il commence à prendre des victoires impératives, et ça passera par Le Havre dès la semaine prochaine. On enchaîne les amis, avant-dernier match. Et la démonstration, une autre, parce qu'on en a eu quelques-unes, hein, avec le Toulouse FC qui a martyrisé, maltraité ce FC Metz-là. Je pense que ce Metz-là, on a commencé par ouvrir sur ça, mais je pense que ça va être trop dur de rester en Ligue 1. Ça va être... à moins qu'ils recrutent bien cet hiver, qu'ils aillent prendre 1-2 victoires dans les matchs à confrontation directe, mais c'est limité de partout. Défense, c'est pas bon. Milieu de terrain, c'est pas à la hauteur. Le trio d'attaque, sur le papier, j'ai dit pour moi, si Metz veut se sauver, il va falloir que Gauthier Hein, Habib Diallo et Cheikh Sabali tournent bien. Et malheureusement, ils n'arrivent pas à se connecter ensemble. Il y a eu un match à Monaco qui était intéressant. Bon, ça s'est fini en 5-2 parce que défensivement, ils sont en train de se faire abattre. Mais je vois, à cet instant précis, c'est hyper difficile d'être optimiste pour Metz. Comme je vous le dis, ça passera parce qu'ils n'ont pas encore par une victoire. Et si cette victoire, ils réussissent à la bonifier, pourquoi pas. Ouais, comme tu le dis, Luc, le carton rouge de Sadibou Sané, je pense que vous l'avez vu, si vous êtes allé sur les réseaux, si vous avez vu la séquence, comment tu peux faire ça? Alors, je pense que c'était l'ironie, il y en a qui disent il joue le ballon. Alors, allez voir l'action, parce que franchement, c'est un geste, je pense qu'il faudrait le logo moins de 18. Enfin, vraiment, le geste est insensé. Il fait ça à plusieurs mètres, dizaines de mètres de ses buts. Alors oui, il peut toucher le ballon, mais quand derrière, t'arrives double lame sur le défenseur, enfin, je sais pas ce qui va passer par la tête. En plus, Sadibou Sané, il a déjà fait un geste dangereux à... Comment ça s'appelle contre le Paris FC, où il a mis son pied haut, je crois que c'était Moses Simon ou Kebal, je sais plus exactement. Mais là, le tacle, c'est vraiment le tacle le plus ahurissant que j'ai vu, et je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment j'ai halluciné quand j'ai vu l'action. Je fais waouh, vraiment, tu comprends pourquoi. Ouais, lui, il a sa place dans le Retafe de Bordalas, il pourrait faire un bon couloir avec Alagnom. Et ouais, quand tu vois ça, quand tu vois ces erreurs impardonnables, quand tu vois l'état de l'équipe, quand tu vois le manque de qualité individuelle, quand tu vois qu'il n'y a pas de profondeur de banc, quand tu vois que le Mignan, il n'arrive pas collectivement à imposer quelque chose, c'est dur, quoi. Le pire, c'est que Caceres n'est pas dans une zone dangereuse, Colani. Mais c'est ça, en plus, c'est ça que le tacle, il est tellement fou. Bref, je vous invite à aller voir ça parce que il y a pas de mots. Je sais pas vraiment comment il a pu se dire c'est une bonne idée d'y aller avec cette vitesse, cette intensité-là. Faut qu'il apprenne, mais malheureusement, il n'y a pas le temps de l'apprentissage pour Metz parce que tu as 8 journées, tu que 2 points et tu as l'impression que ça va être un parcours du combattant. Et j'espère pas pour les supporters parce que ça commence à être un peu ridicule, tu vois, de faire l'ascenseur Ligue 2, Ligue 1. Mais pour les supporters, c'est vrai que c'est le genre de saison. Ça peut être une Arles-Avignon 2010-2011, ça peut être une Grenoble 2009-2010, ça peut être une Dijon l'année du Covid, ça peut être une Bordeaux 2021-2022, enfin Montpellier l'an passé. Ça peut être vraiment une saison catastrophique du début jusqu'à la fin. Parce que là, il y a... Ouais, moi, quand je vous dis, le seul truc, pourquoi pas, c'est s'il y a une victoire et que derrière, ils arrivent à créer quelque chose. Mais il va falloir y aller pour cette victoire, hein, parce que pour l'instant, elle a du mal à se dessiner, quoi. Très franchement, il n'y a aucun joueur dans cette équipe qui a le niveau Ligue 1. Aujourd'hui, c'est dur de te dire le contraire. Tu vois, un Gauthier Hein, s'il était dans les têtes de l'équipe d'en face avec un collectif meilleur, peut-être que lui aussi, son niveau serait là. Mais pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui a le niveau Ligue 1 par rapport à ce qu'on attend. Et en face, Toulouse, écoutez, ce Toulouse-là, sans faire trop de bruit, 8ème de Ligue 1, 13 points, 4 victoires, différence de but positive, petite série là, 7 points sur 9, et une équipe qui réussit à convertir les bonnes intentions du début de saison. Ils avaient fait 6 sur 6, on avait pris 6 contre le PSG, on avait vu des choses. Et une équipe où tu as des joueurs
très sympathique. Aaron Donum, buteur et passeur décisif. Franck Magri qui marque, lui ça lui fait du bien parce qu'il n'avait pas marqué depuis longtemps. Yann Boho avec un but incroyable dans l'enchaînement, avec ce contrôle, passe, voilà, vraiment assez fantastique. Le but de Gbo, il est magnifique. Et Gbo, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur à suivre. Gbo, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme Diop, Bogacho. C'est un gars qui a un truc en plus. Le seul souci, c'est la constance, la régularité, pouvoir reproduire ce genre de performance. Alors on va pas lui demander de mettre un prix Puskás chaque week-end, mais c'est un joueur qui peut porter son équipe. C'est le plus gros talent individuel, même si quand je vois l'évolution de Dayan Metali entre ses premiers pas avec les espoirs et son début de saison, je me dis que Metali, ça peut peut-être aller très très haut les gars. Metali, attention, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Mayoulou, le fameux plafond de verre, Metali, je comprends pourquoi le TEF l'a prolongé, je comprends pourquoi le TEF l'a blindé, mais il y a un monde où ce gamin va extrêmement haut. En plus, il a un profil très plaisant, central, formé central, qui joue piston gauche, qui peut jouer latéral. Metali, ouais, après le nom de Pokémon, c'est vrai que voilà, c'est avant Métalos. Peut-être que s'il y avait eu Tarsal, Metali, Métalos, ça aurait été la belle succession. Et non, ce Touza, Guillaume Rest, parce que Guillaume Rest, on l'a souvent critiqué, on a dit qu'il y a eu des débuts qui étaient exceptionnels, qui étaient rentrés dans le rang, qu'il a... Et c'est vrai, les stats le prouvaient, même l'impression visuelle qui était moins fort l'an passé. Par contre, Guillaume Rest, là, j'aime bien ce que je vois sur pas mal de matchs cette saison, et notamment un arrêt, je sais plus sur une frappe de qui côté Metz, mais l'arrêt, c'est un des arrêts de la saison, du début de saison. Franchement, il est très fort. Et en plus, derrière, tu as toujours cette belle défense avec Cresswell qui marque encore une fois, toujours aussi bon dans ce domaine aérien. Tu as Sidibé Nicolaisen, tu as Abou Francis, un joueur qu'on découvre qui est pas mal du tout, Abou Francis, qui est arrivé cet été du Cercle Bruges, qui a été recruté pour une bouchée de pain, 2 millions d'euros, lui qui vient de Nord-Géland, qui fait partie de l'académie ghanéenne Right to Dream. Et Abou Francis, en vrai, je découvre et j'aime de plus en plus ce que je vois, international ghanéen. Donc peut-être que lui, il va faire de la CAN, il va faire de la Coupe du Monde, mais j'aime bien son activité. Abid Diallo pour la frappe, merci beaucoup les amis, que détourne notre ami Guillaume Rest. Mais ouais, tu rajoutes à ça... un petit peu de profondeur de banc avec les jeunes qu'on a pu voir comme Vossa, Ndjouma qui sont pas rentrés, Azizi qui malheureusement s'est blessé longue durée, qu'on verra un peu plus tard dans la saison. Et là tu vois, des joueurs intégrés, parce que Emerson, Vignolo, Hidalgo, c'est pas encore parfait. Bon, Emerson a eu son doublé ou son implication sur 2 buts contre l'OL qui lui permet de se faire un peu connaître. Mais c'est vrai que ce Toulouse-là, ils ont moins peut-être les individualités ou l'effectif de Lens. Mais s'ils veulent faire une saison poil à gratter, première partie de tableau, c'est le moment. Parce que tu vas peut-être avoir des équipes qui vont être un peu moins fortes. Tu vois, ils peuvent aller faire un résultat contre Monaco. Ils peuvent largement battre Rennes la semaine prochaine à la maison. Ils peuvent largement battre Le Havre. Ils peuvent aussi aller chercher un résultat contre Lorient. Donc, garder ce niveau d'exigence, ce bon mélange de belle défense, de jeunesse, de percussion, d'audace. C'est vrai que ce Toulouse-là... Finalement, l'an dernier, j'avais mis qu'ils avaient été à la lutte pour l'Europe. Ils m'avaient un petit peu déçu, ils m'avaient trahi. Comme je disais à un abonné, il m'a dit t'aurais dû faire ta prédiction sur Toulouse cette saison. Mais oui, mais c'est le problème des prédictions, c'est que avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc malheureusement, je me suis trompé. On rappelle que Toulouse, il y avait une prépa qui était très inquiétante. Ils en avaient pris 6 contre Stuttgart, 7 contre Leipzig. On disait, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et en vrai, cette équipe de Toulouse, chapeau, parce que là, elle sort d'une belle séquence où elle va chercher les points qu'il faut, et elle se rassure, et elle peut embêter un petit peu de monde. Ça, c'est clair et net. Ah, du coup, Metz, est-ce qu'il peut prendre une victoire bientôt? C'est la question à 100 000 francs. Metz qui enchaîne déplacement à Lille, réception de Lens, déplacement à Nantes. En vrai, Nantes a déjà fait un peu n'importe quoi contre des équipes comme ça, donc peut-être. Réception de Nice. Nice a aussi cette faculté des fois à se saboter. Pourquoi pas. Après, tu vas à Brest. Tu reçois Rennes. Si Habib Bey, voilà, mais Rennes, on sait jamais. Mais il y a un monde où ils prennent pas une victoire leur propre partie. Après, tu vois, il y a des matchs où pour moi, il y a peut-être. Mais si en face, l'équipe est à son meilleur niveau, ils les prennent pas. C'est ça aussi la réalité, quoi. C'est ça. Nantes, c'est une petite fenêtre. Lorient aussi. Ouais, mais la fenêtre, ça va être la lucarne d'Evry. Et je suis pas sûr qu'actuellement, tu as un joueur qui puisse la transformer, quoi. Et enfin, justement, on vient de parler de Lorient. Le dernier match de cette très très belle journée. Avec un festival dans le derby breton. Un 3-3. Un match hyper vivant.
Quand je vous dis, il y a une action sur un Brestois que j'ai pas compris, c'est Del Castillo qui prend un tacle de l'espace et il n'y a pas carton rouge. J'étais là comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que il n'y ait pas carton rouge. Vraiment, ça m'a surpris de ne pas voir l'action débarquer. Je crois que c'est Faye, non, qui fait le tacle de dingue. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que il a dégoupillé comme ça le petit Faye? Parce qu'en gros, l'action est hyper importante. Voilà. Carton jaune pour Abdoulaye Faye, trop dur avec son tacle glissé sur Romain Del Castillo. Donc 51e, carton jaune pour Ajor qui conteste. Jeu durci, c'est au tour du Brestois d'intervenir en retard sur Pablo Pagis. Et 55e, t'as but de Kouassi. Donc en gros, si Lorient avait été exclu à ce moment-là, le match il change. Et derrière, t'as un penalty pour Brest qui est accordé pour une faute, je crois, sur Chardonnay, qui est hyper généreux. Et je vous le dis, la compensation, c'est pas bien. Parce que c'est une erreur qui se rajoute à une autre erreur. Autant se tromper une fois et désavantager une équipe que enchaîner les erreurs. Donc c'est ça qui me dérange sur ce match. Après, si on parle un petit peu, Kouassi il a fait un match de fou. Bah exactement, Kouassi récupéré à Ajaccio, dépôt de bilan qui arrive de Ligue 2 avec une vingtaine de matchs. Bah en rapport qualité-prix, c'est un des meilleurs coups de l'été. Le petit Kouassi, super intéressant. Franchement, c'est un joueur qui vole des tours. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Dans son couloir, il a pas mal de liberté. Il est passeur et buteur. Vraiment, c'est une vraie mobilette. Et ce que j'ai dit sur Métallis, ça peut aussi se reproduire pour lui. C'est un profil qui est rare, pas évident. Et pour le coup, dans cette équipe de Lorient, il y a des joueurs, on se dit, bon, est-ce qu'ils ont le niveau Ligue 1? C'est pas évident. On n'est pas rassuré par la défense, mais on se rend compte que Lorient, finalement, a une belle attaque. Parce que Lorient, bon, ils ont eu des matchs un peu fous contre Rennes, contre, comment ça s'appelle, Monaco. Mais Lorient a marqué 12 buts. Lorient a marqué plus que l'OL, a marqué autant de buts que Lens, a marqué plus que Rennes. Donc tu vois, ce Lorient-là est pas mal. Par contre, ils sont 19 buts encaissés, avant-dernière défense de Ligue 1. Juste, il y a Metz qui est devant eux, ou derrière eux, selon comment on le prend. Donc en vrai, Lorient, ils ont un truc pour eux, même si je n'étais pas hyper optimiste par rapport au Mercato, c'est qu'ils ont des attaquants qui marquent et des remplaçants. Genre, aujourd'hui, c'est Soumano qui marque de nouveau. T'as de temps en temps Bamba Dieng, t'as Tosin qui peut marquer, Mvuka pourquoi pas, Pagis qui a mis un superbe doublé contre Monaco, Bamba qui a retrouvé le chemin défilé. Il y a une belle répartition des buts à Monaco. C'est que chacun, à Lorient, c'est qu'il y a beaucoup qui peuvent prendre. T'as peut-être pas ce buteur qui était incarné forcément par Eline Junior Courpi d'ailleurs, qui a marqué un doublé avec Bournemouth contre Crystal Palace. Vraiment très fort, très fort le petit. Quel match incroyable de Maïki. Oh oui, oh. Moi j'étais sur le multiplex, j'ai pas tout vu, mais Maïki qui sort un ou deux arrêts, tu dis ok. Et après, encore une fois, quelle idée d'aller prendre un gardien prêté par Monaco. Vraiment, moi je suis Brest, je vais chercher un gardien cet hiver. Je dis pas que peut-être qu'avec un meilleur gardien, tu pourrais être à la lutte pour l'Europe, là serait être très optimiste. Mais là, pour le coup, il y a un souci de gardien, et c'est comme d'hab, hein. Ce que j'ai dit pour Petrovic, pour Donnarumma, pareil, tu passes après Bizot. Encore plus quand t'as un gardien un peu tendre, c'est chaud quoi. Franchement, j'aimerais que Camara joue dans les cages contre Angers parce que Mvogo, aucun arrêt, mais en plus jeu au pied calamiteux, est sorti sur corner. C'est vrai que Mvogo, en face, on a deux gardiens un peu malades. Et en plus, Mvogo, lui, il est revenu à fin août, qui était sans contrat, voilà, ça faisait 2 mois qu'il était sans contrat après son départ de Lorient. Il attendait quelque chose de sympa. Finalement, hop, il repart à Lorient. Et Binguro Camara qui chauffe le banc. Mais c'est vrai que tu as des soucis de gardien. Autant, je le dis souvent, et je le pense, tu as de très bons gardiens dans l'ensemble en Ligue 1. Par contre, quand tu as des gardiens pas fiables, ou qui sont pas dans le bon environnement, qui n'ont pas confiance, ça se voit très vite et ça te pénalise. Ça, c'est très clairement le cas pour les deux équipes, en face, quoi. Bah, Mvogo, j'ai bien aimé en Ligue 1. En Ligue 2, il était un des meilleurs gardiens, c'était Otu Hulot. Mais là, le retour en Ligue 1, c'est vrai qu'il est difficile pour le bon Ivo Mvogo. Hein. Ça, c'est clair et net, quoi. Tout ça parce que notre entraîneur de gardien le voulait pour garder l'habitude. Ah bah des fois, hein, il y en a qui aiment bien la routine. Mais malheureusement, entre Ligue 2 et Ligue 1, il faut pouvoir casser la routine et changer ça un petit peu, quoi. Et ce que j'ai dit en plus sur les attaquants, c'est vrai qu'à Brest aussi, tu vois, t'as Dylan Mbimbe qui a marqué son premier but, t'as Del Castillo aussi qui a planté, Ajorc qui a quand même toujours un rôle hyper précieux, t'as un Babalde qui va revenir, t'as la Bolascari, Pathé Mboup. Alors Pathé Mboup, c'est encore un peu brut, lui pareil, l'apprentissage Ligue 1,
un joueur qui a fait seulement de la Ligue 2, ça doit prendre. Doumbia, je le trouve toujours un petit peu de temps par moment. Mais sinon, voilà, Brest ça dit quoi le calendrier juste? Brest qui est 12e. Bon, après, Brest, c'est un peu le Paris FC breton, quoi. Ils vont passer une saison. Ah, tu vois, tu affrontes le PSG, attention. Tu vas au Havre, tu reçois Brest, tu vas à Marseille. Ce serait bien quand même, tu vois, qu'ils s'offrent. Parce que là, tu as quand même le PLM qui arrive, tu as le Havre au milieu. Faut aller chercher une petite victoire. Après, le match contre Lyon, je dis pas que Brest sera favori, mais c'est le genre de contexte qui est. Voilà. Brest peut s'offrir une grosse équipe, quoi. Brest, ça va être une saison calme dans le ventre mou. Oui, parce que ils ont perdu du monde, mais ils ont des attaquants, des milieux. Bon, les défenseurs, ça peut tenir, mais pour l'instant, Brest est un peu friable défensivement, je trouve, par rapport à leur meilleure période. Ils ont quand même, tu vois, tu compares l'attaque du Havre, d'Angers, de Metz, Brest, ils ont Ajorc, Mama Baldé, Castillo, ils ont Dina Mbimbe, ils ont Kamori Doumbia, ils ont du Labo Ascari. T'as une vraie différence, quoi. Ah, tu veux que j'aille voir le calendrier de Lorient qui fait un peu flipper? Alors, Lorient qui est 13e, tu vois, donc peut-être un peu moins dur, mais 2 points seulement de la zone rouge. Match de la peur dimanche prochain à Angers. Réception du PSG, ça va à Lens, ça reçoit Toulouse. Ouh, le match à Angers, faut prendre des points. Parce que sinon, derrière, aïe aïe aïe. Et ensuite, t'as un petit enchaînement où tu vas à Nantes, tu fais double réception Nice-Lyon, et tu vas à Strasbourg, t'affrontes pas mal d'Européens. Ouais, c'est vrai que Lorient, ça peut aller vite. Hein. Mais je pense que Lorient, de toute façon, sera soit 15e, soit barragiste, soit 17e. Ça dépendra de l'ordre. Je pense qu'ils vont quand même lutter pour ça, quoi. Mais ce qui les sauve, contrairement aux autres, c'est qu'ils ont des attaquants qui arrivent à marquer 1-2 petits buts par-ci par-là. Ça, c'est un avantage quand même pour eux, quoi. Ça, faut souligner. Du coup, on y va, les amis, pour l'équipe type. On va terminer en beauté avec l'équipe type, le traditionnel. Alors, d'habitude, j'aime bien vous demander. Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a des joueurs qui me manquent. Moi, je me suis noté quand même quelques noms dans mon équipe type qui me paraissent indispensables. Je me suis noté, du coup, en attaque, bah, évidemment, Greenwood, quadruplé. Ça va être difficile de passer à côté. Et il y a des buts quand même, lui, quand il est facile comme ça, c'est assez redoutable. Panicelli, hop, front de l'attaque, le doublé, excellent également. J'ai noté Robinho Vaz, parce que j'ai envie de récompenser cette excellente entrée de sa part. Et vraiment, bah, au global aussi, un joueur qui fait énormément de belles choses. J'ai au milieu de terrain, Barco. Bah, Barco, quoi. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer à quel point ce joueur est toujours bon, fiable, régulier. Boudaoui, buteur et toujours très très bon avec cette équipe niçoise. Buteur et passeur même, il me semble. J'ai Adrien Thomasson, double passeur décisif. Et ce que j'ai souligné, la petite éloge lors du passage sur Lens Paris FC, qui est très très fort. J'ai également Kouassi, ouais. Kouassi tous les jours, hop, on peut le mettre dedans. Toujours aussi bon. C'est vrai que... Allez, je vais mettre Mandy parce que je crois qu'il a été très très bon ce soir en défense avec le LOSC. T'as Cresswell. Bah, Cresswell, la tour de contrôle. Alors peut-être que l'adversité était pas dingue, mais ça reste un mec qui est tellement dominant. Je trouve qu'il est fort. Au gardien, je peux mettre Guillaume Rest. J'hésitais avec Diouf. Après, tu vois, il y a 2 arrêts. Kofi qui a été pas mal. Mais Diouf, il y a un penalty arrêté, donc peut-être récompenser un Diouf qui fait 2 arrêts. C'est vrai qu'à droite, on peut mettre le Brice. T'as Donoum aussi qui a été buteur et passeur. Mais voilà, je pense que dans logique, Mbemba encore meilleur. Ah ouais? Moi, j'ai vraiment bien aimé le match de Mandy. Mais après, bon, ça peut se comprendre. Ah, il y en a qui mettent Mayoulou. C'est vrai que Mayoulou, j'aurais pu le mettre. Baïdou aussi. Très clairement. Diego Moreira également. C'est vrai que ça s'entend tout à fait, les amis, sur ce que vous me proposez. Du coup, week-end prochain, on a commencé à voir les matchs, mais petit récapitulatif. On aura vendredi soir en ouverture un bon petit Paris FC Nantes. Samedi 17h, le Brest PSG. Monaco-Toulouse, le match de 19h. On va essayer de se réconcilier avec. 21h le samedi soir, 21h05 précisément, Lens-Marseille. Bah, incroyable, juste on va kiffer. Le dimanche 15h, pour digérer le petit Lille-Metz. Multiplex, t'as des matchs de la peur. Angers-Lorient, Auxerre-Le Havre et surtout Rennes-Nice. Attention à celui-ci. Est-ce que Abibé sera toujours là? On verra. Est-ce que c'est le match de la dernière chance? Et puis Lyon-Strasbourg pour clôturer ça. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est bien. Hein. C'est très sympa, ouais. Ouais, c'est vrai que Sofiane Diop aurait aussi mérité sa mention. Après, en vrai, quand t'as une journée
à 40 buts, forcément, tu as des mecs qui ont mis des buts, qui ont mis des performances de dingue, que tu vas peut-être un petit peu mettre de côté. Mais dans l'ensemble, je trouve que le 11, il est pas mal. Enfin, il reflète une belle petite réalité. Merci à vous les amis, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant quasiment 2 heures. On se retrouve du coup mardi soir parce qu'il y a la Ligue des Champions. N'oubliez pas, 18h45, mardi, il y a le Kairat Almaty Paphos. Donc celui-ci, je veux que tout le monde soit là, présent au rendez-vous. Mais on fera comme d'habitude les petits débriefs Ligue des Champions. Il y en aura aussi avec hors-jeu. Demain, je ne suis pas dans la régulière, donc je me repose. Mais n'hésitez pas à leur envoyer de la force aux gars. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée, très bonne nuit. Et puis bon courage aux travailleurs, aux étudiants. Et on se voit très vite. Rendez-vous mardi soir. Salut les petits potes.